Donc, on faisait de la sociologie. Et ma prof de SES, donc c'est sciences économiques et sociales, nous explique que, au vu de là où on habite, et pour certains d'entre nous de notre couleur de peau, on sera incapable d'aller à Sciences Po. Tu habites où? J'habite à Ivry-Courcouronnes. Très bien. Voilà, 91, Essonne, les rixes interquartiers, les bagarres, tout ce que vous voulez, c'est là-bas. Tout ce que vous voulez, c'est chez nous. Ouais. Les bâtiments, les fours, tout ce que vous imaginez là, c'est chez nous. Voilà. Et aujourd'hui, mes parents, ils sont portés à valoriser la culture parce que je les y ai forcés. Même au niveau de la langue maternelle, je comprends mieux le lingala que ma langue maternelle à moi. Mes parents, ils ne m'avaient pas transmis l'amour de notre culture. Ils ne m'avaient pas transmis l'amour du Cameroun, de l'Afrique. En fait, il n'y avait pas ce patriotisme en moi. Et forcément, j'avais honte, par exemple, que ma mère elle ait un accent comparé aux mamans des autres. C'est la dernière période aussi où nos États doivent travailler davantage sur la stratégie économique parce qu'après... Mais il ne faut pas tomber non plus dans la victimisation en disant que oui, il n'y a pas suffisamment de diversité, il n'y a pas suffisamment de ceci, il n'y a pas suffisamment de cela. Parce que justement, il faut comprendre avant toute chose que la France, c'est un pays de blancs. Et c'est vrai qu'on a un problème avec ces questions de couleur de peau en France, mais factuellement, c'est la vérité. Enfin, mais non, justement, c'est pas un problème. C'est justement pourquoi est-ce que je suis née en France au lieu d'être née dans la terre de mes ancêtres. Exactement. C'est la première question déjà qu'il faut se poser. Bonjour Manon. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Tu es sur une chaîne internet qui s'appelle Trocfink Media. Est-ce que tu veux te présenter succinctement? Avec grand plaisir. Je vais essayer d'être un peu synthétique. Mais moi, du coup, c'est Manon Chloé. J'ai 19 ans. Je suis en études de droit à Paris 2 Panthéon-Assas. Et à côté, j'ai un engagement pour les choses pour lesquelles je porte une grande conviction. Donc, je suis secrétaire générale de la Fédération estudiantine africaine et caribéenne. Je suis également en stage dans un cabinet d'avocats en droit fiscal et droit des affaires. Et à côté, j'entreprends aussi, donc j'ai un média, on va l'appeler comme ça, qui s'appelle Destinée de juriste, dans lequel je réalise pas mal d'interviews de professionnels du droit qui ont un parcours inspirant pour inspirer certes les étudiants en droit, mais aussi des professionnels, parce que quand on entre dans le marché du travail, parfois on a besoin aussi de se réorienter. Et j'ai aussi une agence de marketing digital spécialisée pour les avocats. Donc voilà. D'accord. C'est justement pour ça qu'on t'a invité. Plutôt passionné du droit, passionné de la justice, c'est quoi? Je dirais plus du droit. Oui. Et justement, je pense qu'au fur et à mesure des questions que tu me poseras, on pourra en discuter. Mais à mon sens, le droit et la justice, c'est deux choses qui sont distinctes. D'accord. Justement, c'est pour ça que j'ai bien posé la question. Passionné du droit ou passionné de justice? En fait, la justice, c'est une valeur que je porte, mais j'estime que le droit, ce n'est pas la justice. D'accord. Voilà. Le droit, ce n'est pas la justice. Il y a quelqu'un qui a écrit le droit, qui a été créé pendant la période de l'esclavage, n'a pas été créé pour le noir, ça a été créé pour le blanc. Qu'est-ce que tu en penses? Je dirais même, comme Maître Branco le dit souvent, le droit est un moyen politique. Le droit, c'est un moyen par lequel on parvient à des fins, à des objectifs qu'on s'est fixés. Et si le droit servait aux Blancs, justement, pour nous asservir, nous, en tant que Noirs, pour l'esclavage, je pourrais dire que, en tout cas, en fonction des époques, oui, le droit, ça sert juste, en fait, à un moyen politique. Après, dire que le droit, c'est pour le Blanc et pas forcément pour les Noirs, là je nuancerais parce qu'il y a ce qu'on appelle les droits objectifs et les droits subjectifs. Dans les droits subjectifs, il fut un temps, oui, c'était des droits pour les Blancs, mais je pourrais aussi contredire en disant qu'un Noir en droit avait une certaine valeur. Enfin, valeur, c'est pas quelqu'un qui était valorisé, mais quand je dis valeur, c'est qu'on avait fixé la valeur qu'il avait, c'est-à-dire c'était un objet en fait. C'était une chose, ce qu'on appelle en droit, une chose. Donc, il y avait quand même une qualification juridique. On n'excluait pas les Noirs du droit. Mais ce n'était pas pour eux. Ouais, c'était pas forcément pour eux. En fait, il y avait un régime juridique qui s'appliquait. Mais disons que dans l'échelle de valeur du droit, je pense que c'est là où il faut distinguer. Dans l'échelle de valeur du droit, oui, le noir n'avait pas la même valeur que le blanc, mais il avait quand même un régime juridique qui s'appliquait à lui. Je sais pas si c'est intelligible, mais voilà. Et depuis ces temps-là jusqu'à aujourd'hui, tu penses que ça a évolué?
Je pense que oui, ça a évolué et je reprendrai même ce que disait l'ancien représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, spécialisé pour l'Afrique centrale, Louis-Marie Bouaka. Aujourd'hui, c'est vrai que le droit, comme on l'exerce en Afrique, il a quand même une empreinte occidentale. Ça, c'est indéniable. Après, on a des exemples comme en Afrique de l'Ouest, dans l'ancien empire du Mali, la charte du Mandé, c'est pas des Blancs qui sont venus le faire à notre place. Et même aujourd'hui, sur la qualification de cette charte du Mandé, il y a des doutes. On ne sait pas si c'est plutôt l'équivalent d'une première déclaration des droits de l'homme ou plutôt l'équivalent d'une première constitution. Moi, je serais partisane pour dire que en fait, c'est un mix des deux parce que dans tous les cas, dans une constitution, on énumère les droits fondamentaux des citoyens d'un empire, d'un État, d'un territoire en tout cas, qui est délimité. Et ça, c'est pas un blanc qui est venu dire à Soundiata Keïta, il faut que tu fasses une charte où tu vas énumérer les droits de tes sujets. Enfin, dire que le droit, c'est pour les blancs, c'est encore une fois vouloir confirmer en fait que le noir ne s'est pas inscrit dans l'histoire, à mon sens. En dehors de cet exemple que je viens de donner. Les noirs, c'est des dindons de la farce. Je sais pas si c'est parce que je suis jeune et que moi, j'ai quand même une vision suffisamment optimiste. Il y a une période de l'histoire où, oui, en tout cas, on n'a pas été très valorisé, mais même dans cette période-là, à mon sens, il y a quand même des choses qui font que je me dis jusqu'à aujourd'hui qu'il y a un avenir pour le peuple noir. Tu connais Benjamin Kingombe? Tu as entendu parler de lui? Non. C'est un jeune qui avait invité sa copine qui voulait faire une demande en mariage dans le 16e arrondissement et avait loué un bien pour faire sa demande en mariage en quelque sorte. D'accord. Et arrivé sur place, on lui a refusé l'accès parce que c'était un noir. Quand les loueurs, il s'est rendu compte que c'était un noir, il a refusé l'accès et c'est passé à la télé, ça fait un buzz. Ou au téléphone, heureusement, Benjamin Kingombe, que j'ai interviewé d'ailleurs, les gens peuvent aller voir dans les interviews. Et le loueur en question lui disait au téléphone, mais vous êtes ridicule, vous les noirs, mais vous êtes d'une bêtise incroyable. Est-ce que vous avez déjà vu un policier qui a tapé un noir aller en prison? Bon. Déjà, qu'est-ce que tu penses? Parce que c'est passé il n'y a pas très longtemps. C'est quelqu'un qui l'a dit au téléphone, qui lui dit, mais vous êtes ridicule, vous êtes d'une bêtise incroyable. Non seulement les 400 ans d'esclavage ne vous a pas servi de leçon, mais vous continuez toujours comme ça à être optimiste, comme c'est le cas avec toi. Qu'est-ce que tu penses? Pour moi, même s'il y a beaucoup de gens, par exemple, Sally, l'influenceuse africaine, contredirait ça, pour moi, aujourd'hui, chaque noir est porteur de la réputation et de l'image que représente notre communauté. Parce que c'est vrai qu'en France, c'est quelque chose qu'on n'admet pas, qu'il y a des communautés, etc. Et déjà, une chose, c'est que les Français à l'étranger, c'est les premiers à être des communautaires. Je vois au Cameroun, il y a des quartiers où il n'y a que eux, il y a des lycées français, etc. Bref, je divague un peu. Mais un noir, où qu'il se trouve, surtout dans un pays occidental, en tout cas, en Afrique c'est différent, mais dans un pays occidental, où qu'il soit, il est la vitrine en fait de son peuple. Le problème est qu'aujourd'hui, les Noirs, on n'est représentés que dans des sphères de divertissement. Et ce que je dis, en fait, c'est quelque chose de super évident. Et il y a plein de gens qui en parlent très souvent. Il y a des débats sur le sujet. Aujourd'hui, on est invisibilisé dans les sphères qui sont intellectuelles. Et il y a un deuxième problème pour moi, c'est que, je vais être très forte dans les mots que je vais employer, mais c'est volontaire, on se victimise en permanence. En fait, on va toujours vouloir mettre en exergue les problèmes qu'on a eus, que ce soit historiquement, que ce soit politiquement, etc. Mais on n'est jamais porté sur la solution. Et moi, quand je dis que je suis optimiste, c'est pas que je suis optimiste parce que juste je prends pas en compte l'histoire qu'il y a eu, je la vois très bien, je l'étudie encore jusqu'aujourd'hui. Et même des choses que je connais, je reprends encore les faits historiques parce que on peut pas avancer sans être conscient de l'histoire. Mais justement, en étudiant cette histoire-là, je reste quand même optimiste parce que le peuple noir, quoi qu'on lui ait fait, c'est un peuple qui a toujours réussi à subsister jusqu'aujourd'hui, en fait. On a subi 400 ans d'esclavage. Comment on explique qu'aujourd'hui, il y ait des États qui sont en train d'émerger comme ils sont en train d'émerger aujourd'hui? Comme quel État? Moi, j'aurais dit l'Afrique du Sud, par exemple. J'aurais parlé du Nigeria aussi. C'est contestable sur certains points, certes. Oui. Mais aujourd'hui, un exemple tout bête, s'il y a 2 États qu'on devrait désigner pour entrer au Conseil de sécurité et représenter l'Afrique, ce seraient ces 2-là, par exemple. Déjà, tu te rends compte, on doit désigner 2 États
pour entrer au Conseil, De sécurité de l'ONU. dans les conseils de sécurité de l'ONU, il y a 5 pays, 5 États, en gros. Tous ces États sont des puissances et qui vous dominent, mais vraiment qui vous écrasent tout le temps. Clairement. Et vous êtes en train de militer pour entrer dans ces conseils-là. Et c'est là où Comment tu expliques ça? Comment ça, tu penses c'est que ça. le droit est en quelque sorte juste? Le droit n'est pas juste. Ce n'est pas juste. C'est- D'accord. C'est là où déjà... Déjà, ouais, déjà, qu'est-ce que tu en penses je en vais fait? expliquer, ok. Pour moi, le droit, c'est un ensemble de règles. En fait, c'est la définition classique, c'est un ensemble de règles qui régissent les rapports entre des individus dans une société et qui régissent les règles d'une société tout simplement. À aucun moment dans ça, on entend justice. La justice, c'est une volonté d'établir une sorte d'égalité lorsque un membre d'une société aura subi un préjudice. Ouais. C'est ça. Sauf que dans plusieurs exemples, comme aujourd'hui dans l'affaire Théo, On reviendra sur l'affaire Théo. on déjà, reviendra, ouais. mais c'est juste pour illustrer mon propos, je ne vais pas entrer dans le vif du sujet, mais il y a le droit a été rendu, mais la justice n'a pas été faite. Parce que au vu du préjudice qui a été subi par Théo, aujourd'hui il a son corps qui n'est Oui. plus aussi fonctionnel qu'avant. Oui. La peine qui devait être prononcée devait être équivalente par rapport au préjudice subi. Si moi, jusqu'à la fin de mon existence, je ne pourrais plus, je ne sais pas, tenir debout comme quand je suis née, la peine qui sera prononcée doit être à la hauteur du préjudice subi. Or, le maximum, le quantum qui a été prononcé, c'était quoi? 12 mois de prison avec sursis. Oui. 12 mois de prison, c'est-à-dire 1 an. Là, je voudrais déjà que tu commentes. Il y a l'affaire Théo. 3 ans de prison avec sursis sur les policiers. C'est ça. Il y a l'affaire Mourad. C'est un jardinier qui a été blessé au cutter par un retraité. Verdict, 1 an de prison. Le monsieur est déjà retraité, il restait chez lui tranquille. Mais là, il va rester encore chez lui, il va rester chez lui avec un bracelet. Donc, il aura la possibilité de sortir, de faire ses courses normales. 1 an de prison. Qu'est-ce que tu en penses? Et qu'est-ce que tu penses du droit par rapport à toutes ces sanctions? Oui, ben comme je disais, encore une fois, je confirme ma position. Et c'est même la raison pour laquelle je doute un peu, lorsque je serai avocate, à faire du droit pénal. Les confrères que je vois, enfin les futurs confrères et consoeurs que je vois aujourd'hui, je les soutiens beaucoup dans leur combat parce que, pour moi, déjà, faire du droit pénal, c'est une vocation. C'est une vocation dans le sens où on a vraiment la volonté ardente de rendre la justice et pas juste de faire du droit. Un avocat qui sera avocat en droit fiscal ou en droit des affaires ou en création de société, donc droit des sociétés, etc. C'est un avocat qui fait du droit, mais c'est pas un avocat qui rend la justice ou qui cherche à faire appliquer la justice. Un avocat en droit pénal doit avoir la vocation de rendre la justice. Et donc je reviens encore sur ma question de la distinction entre le droit et la justice. Comme j'ai expliqué, donc la justice, c'est la volonté de vouloir établir une équité dans la société. Or, à mon sens, encore une fois, aujourd'hui, la société française, c'est pas une société qui est juste. Et ça s'explique par, on en a déjà parlé tout à l'heure, par l'histoire que la France a eue. Et un problème que moi, je soulève aussi, et qui est... Je vais comparer avec un État qui, sur certaines choses, a peut-être mieux joué sur l'intégration des étrangers que la France, même si sur d'autres sujets, voilà, c'est des points comparatifs, c'est les États-Unis. Les États-Unis, pour intégrer les étrangers, on parle d'Afro-Américains. On va parler d'Indiens américains. On va parler de... Voilà, il y a toujours cette origine, en fait, qui est mise en avant le américain. Mais c'est une manière, en fait, de faire comprendre aux gens, on ne rejette pas vos origines, mais on vous accepte aussi sur notre terre. C'est-à-dire que vous êtes des Américains, mais vous êtes aussi de tel ou tel pays. En France, on nie toute origine étrangère. Mais en même temps, cette origine étrangère, en fait, c'est celle qui va faire que on va pas te considérer comme un Français de souche. Ouais. Et sur ça, mon avis, il est un peu ambivalent, dans le sens où je serais quand même plus favorable à une intégration des personnes étrangères, mais en même temps, je ne pourrais pas reprocher à un État qui a, je parlais de couleur de peau, à majorité des personnes blanches, de devoir prôner la diversité. Dans le sens où, dans le sens inverse, en Afrique, on me rétorque tout le temps, oui, mais c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Oui, mais ça reste quand même le patriotisme qui est comme ça. Moi, au Cameroun, je serais pas forcément favorable à chaque fois à ce qu'il y ait des personnes, des Français, par exemple, qui arrivent sur le territoire et qui prônent absolument la diversité dans tout ce qu'il se passe. Enfin, le Cameroun n'a pas la même histoire que la France. C'est quelque chose que j'entends et c'est ce que je dis qu'on me rétorque tout le temps. Oui, les deux pays n'ont pas la même histoire,
Mais on ne peut pas non plus reprocher à un État, je dirais pas la priorité nationale, parce que ça, c'est vraiment des termes en plus qui viennent de l'extrême droite, mais à majorité, la population française est blanche, donc il y a une question de représentativité dedans, en fait. Les étrangers, c'est pas les personnes majoritaires en France. C'est très dangereux ce que tu dis, non? Non, pas du tout. Je trouve pas ça dangereux, c'est factuel. Enfin, c'est factuel. Ouais. J'essaie de voir les choses de manière objective, c'est la vérité. Enfin, si on regarde les pourcentages. Tu confortes un peu les idées du Rassemblement national. Absolument pas. D'accord, vas-y, continue. Absolument pas. Mais ce que je dis c'est par là. C'est à demi-mot quand tu dis la priorité aux Français. Je parle pas de. Oui, c'est correct. C'est pas la priorité aux Français. Parce que là, la priorité aux Français, ce serait par exemple, comme le Rassemblement national le défend, oui, il faudrait que d'abord ce soit les Français qui bénéficient d'aide sociale, des allocations familiales, etc., avant des personnes étrangères. Bon, sur ça, il y a encore des arguments qui peuvent être, ces arguments-là, ils peuvent être contredits parce que on voit très bien que les étrangers, ils contribuent à un très grand pourcentage à la richesse de la France et même à la richesse des pays de l'OCDE. Ça a été prouvé par des statistiques de l'OCDE. Je ne parle pas de priorité nationale, mais je parle surtout sur la représentation. En même temps, je comprends qu'on veuille davantage que on voit les étrangers, qu'on soit plus représentés. Je le disais même tout à l'heure que le problème, c'était qu'on nous voyait plus dans le divertissement que dans des choses un peu plus sérieuses, si je puis dire, type la politique, le droit, etc. Mais il ne faut pas tomber non plus dans la victimisation en disant que oui, il n'y a pas suffisamment de diversité, il n'y a pas suffisamment de ceci, il n'y a pas suffisamment de cela. Parce que justement, il faut comprendre avant toute chose que la France, c'est un pays de blancs. Et c'est vrai qu'on a un problème avec ces questions de couleur de peau en France, mais factuellement, c'est la vérité. Enfin, on n'a pas vu de président noir. Donc, en quelque sorte, ce que tu veux dire par là, en quelque sorte, c'est tout à fait logique que les Noirs, en général, occupent des postes un peu toujours en dessous des Blancs, en France. C'est pas ce que je suis en train de dire encore une fois. D'accord. Non, c'est une question comme ça qui me vient à l'esprit par rapport à ce que tu dis. Pour moi, aujourd'hui, le combat, il ne doit même pas se faire forcément sur la question de la représentation, etc. Mais il doit surtout se faire sur qu'est-ce qu'on est venu chercher en France. Toi, tu es venu chercher quoi en France? Moi, je suis née ici. C'est pas moi qui suis venue chercher à la base. C'est ça le problème. Mais non, justement, c'est pas un problème. C'est justement pourquoi est-ce que je suis née en France au lieu d'être née dans la terre de mes ancêtres. Exactement. C'est la première question déjà qu'il faut se poser. Et j'en ai discuté avec mes parents très longuement. J'ai mis du temps déjà à comprendre que je suis française sur ma pièce d'identité. Bon, après, ça, c'est pour tout le monde. Un blanc de souche, s'il n'a pas sa pièce d'identité française, qu'est-ce qui prouve qu'il est français, mis à part son ADN? Enfin, on est tous français déjà par rapport à la pièce d'identité. Mais j'en ai discuté avec mes parents. Mes parents, quand ils sont venus ici, c'est pour s'élever socialement. Si c'est ça leur objectif et que je le comprends, en fait, j'ai pas envie que les 20 années qu'ils ont passées en France soient jetées à l'eau. Donc, si mes parents sont venus en France pour s'élever socialement et avoir un meilleur niveau de vie que celui qu'ils avaient au Cameroun, je vais leur servir ça sur un plateau. Il y a un écrivain américain, afro-américain, Ta-Nehisi Coates, qui disait si tu es là, c'est parce que ils ont conquis les terres par les meurtres. Ils les ont cultivés grâce à l'esclavage. Ces pays qui éparpillent les armées partout dans le monde afin d'étendre sa domination. Donc, si toi tu es là, c'est parce que ce n'est pas parce que ta maman est venue chercher à s'élever socialement, c'est juste parce que ils ont mis des armées par-ci par-là, ils envoient des armes par-ci par-là, et ça fait que, on va chercher là où il y a un peu plus de calme. Donc, même tu as raison que tes parents sont venus parce qu'ils se trompent même des raisons. Je sais pas si tu vois un peu l'angle. Oui, je vois ce que ça veut dire. Et historiquement, on va dire que la raison primaire, c'est ça. En fait, le terreau central de la raison de toute cette immigration, c'est ça. Après, les raisons subjectives sont différentes. Ce que tu viens de dire, c'est une raison objective, encore une fois. Je pense que le droit, ça nous apprend beaucoup aussi à faire des distinctions entre les raisons personnelles et les raisons générales. Ce que tu viens de donner, c'est une raison générale. Moi, ce que je viens de dire, c'est une raison qui est propre à mes parents. Mes parents, je ne peux pas le contredire et je le vois même dans la manière dont ils travaillent, etc. C'est réellement pour s'élever socialement et que quand ils rentrent dans leur pays, en fait, ils aient le confort qu'ils ont toujours voulu. Maintenant,
Je suis absolument d'accord avec la citation que tu viens de donner. Alors que ces conforts-là, il y a aussi des gens qui vivent là-bas. Oui, et qui l'ont, mais ils partent pas du même postulat. Et après, et c'est tout le combat et de la diaspora aujourd'hui, et même de personnes qui sont en Afrique directement, c'est de faire comprendre aux gens que l'Europe, c'est pas non plus le paradis, c'est pas l'Eldorado. Il y a même une chanson au Cameroun d'un chanteur qui s'appelle Sergio Polo, qui le dit, en fait, même par le biais de la chanson, parce qu'on dirait que quand on le dit comme ça, les gens, ils pensent que c'est juste... en fait, c'est juste parce qu'on n'a pas envie qu'ils viennent. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Moi, à mon âge aujourd'hui, à 19 ans, là, le premier semestre de ma licence 2 de droit vient de se terminer. J'ai enchaîné 3 tafs. Si mes parents étaient plus élevés socialement, déjà, j'aurais pas eu à être en France, première chose. Et deuxième chose, j'aurais pas eu à cumuler 3 emplois à la fois. Mais pourquoi je le fais? Parce que déjà, j'ai envie de subvenir à mes besoins. Tout simplement, c'est l'instinct humain. Et deuxième chose, parce que si je dis que plus tard, justement, je veux m'élever socialement, et je pense que même le fait d'être élevé socialement, parfois, ça tait les questions de racisme, etc. Si j'ai envie d'être élevé socialement, en fait, je suis censée travailler 2 fois plus que les autres. Donc, et tu crois au droit en question? Le droit, j'y crois. À la justice. Tu crois à la justice? Tu crois aussi? Quand tu regardes l'affaire Théo, quand tu regardes l'affaire Mourad, quand tu regardes l'affaire même de ces Benjamin Kingome dont je t'ai parlé, quand tu regardes l'affaire Assa Traoré avec Adama. Adama, quand tu regardes toutes ces affaires-là, tu regardes l'affaire Naël, dont les policiers ont été libérés, quand tu regardes toutes ces affaires-là, toi tu vas faire le droit, et tu y crois en quelque sorte, je sais pas. Je crois au droit, pas à la justice. Tu crois au droit, mais pas à la justice. En fait, alors que les deux sont d'une certaine façon liés. Disons que la justice, c'est une... Je vais pas dire sous-matière, mais c'est un pendant du droit, en gros. Et la justice, aujourd'hui, en France, elle a géométrie variable. Ça, c'est... En fait, c'est même quand je discute avec les gens, c'est une chose que j'essaie de leur faire comprendre parce qu'ils disent « Oui, mais vous faites du droit, oui, mais le droit, oui, mais le droit. » Je dis « Mais le droit, en fait, c'est pas la justice. » Et je pense que tout le long de cette interview, de cet échange, en tout cas, c'est quelque chose que si les gens doivent sortir de cette vidéo, c'est une chose qu'ils doivent comprendre. Le droit n'est pas la justice, en fait. Le droit, comme je l'ai dit, c'est un ensemble de règles. Mais la justice applique le droit. La justice applique le droit, mais le droit n'applique pas forcément la justice. Et toi, tu crois en quoi? Je crois au droit. Au droit. Voilà. Parce que le droit, oui, il existe et il s'applique tout le temps. Ça, c'est une certitude, c'est incontestable. C'est comme dire que la Terre est ronde. Et encore, il y a des gens qui vont en disconvenir. Mais voilà, objectivement, c'est comme dire que la Terre est ronde ou qu'il est 15h30. Enfin, voilà, c'est un fait qui est incontestable. La justice, malheureusement, c'est pas... Enfin, on le voit même à l'échelle internationale aujourd'hui avec le conflit israélo-palestinien. Oui. La plupart des gens vous diront que la justice est du côté des Palestiniens et c'est pas pour autant que la justice est rendue pour les Palestiniens. Aujourd'hui, on a l'Afrique du Sud qui est partie porter plainte contre Israël auprès de la Cour internationale de justice, ce qui est différent de la Cour pénale internationale. Ils essayent justement d'instaurer la justice au milieu d'un droit qui s'applique sans appliquer la justice, en fait. Je sais pas si... J'essaye vraiment d'expliciter le truc. C'est que la justice, c'est une volonté de rendre une égalité entre deux citoyens ou deux instances, deux organismes, deux personnes, deux États, deux sociétés, deux civilisations. Penses-tu que la justice soit l'outil capable de combler les fossés existants entre les deux mondes, donc celui du raciste et le tien, celui du dominé et du dominant? Moi, je suis en faveur de ça. Et j'ai la volonté et je suscite cette vocation. En tout cas, cette vocation, je la ressens en moi et j'essaie de la nourrir au quotidien. J'ai cette volonté justement de rétablir cette justice entre les deux mondes parce que... et c'est là où je dis que je suis optimiste. Avec quels outils? Là, justement, on a le droit qui est entre nos mains, mais je pense que c'est pas le seul outil. C'est pas le seul outil dans le sens où je pense que l'outil qui est même le plus important dedans, c'est l'économie. C'est même je dirais la sphère qui est vraiment la plus importante avant toute autre chose. Ce qui explique aujourd'hui la domination des États-Unis, c'est leur force économique tout simplement. Et cette force économique sert leurs intérêts dans quasiment tout en fait. La force économique et militaire. Exactement. Oui, économique et militaire. En fait,
pour moi, je vois souvent les choses soit de manière hiérarchique, soit un peu comme une carte mentale. C'est-à-dire qu'on a la sphère économique en haut et après, on a plein de sous-parties qui sont intrinsèquement liées à la finance. Et je vais prendre un exemple, à l'économie et à la finance. Je prends un exemple. La puissance économique des États-Unis aujourd'hui, ça permet que leur droit, alors que leur droit est censé être appliqué uniquement aux États-Unis, il y a une extranéité du droit américain à l'international. Il y a des banques qui peuvent être sanctionnées voilà, par les États-Unis. Et ces banques-là vont se soumettre à la jurisprudence qui a été rendue par une juridiction interne des États-Unis parce que justement, il y a cette assise économique des États-Unis. Les États-Unis aujourd'hui, ils peuvent se rendre dans certains pays et violer le principe de non-ingérence, alors que ce principe-là, il est applicable à tous les États qui font partie de l'Organisation des Nations Unies. Ils vont violer ce principe-là pour servir leurs intérêts personnels et jusqu'à présent, ils ne seront pas sanctionnés. Maintenant, très bel exemple. Quand tu regardes toute cette configuration, toutes ces manœuvres, tout ce qui se passe, toi, tu vas étudier la même chose. Comment tu vas arriver à un certain moment à te détacher? J'aimerais bien que tu critiques aujourd'hui ton droit, ta filière, ton parcours, que tu critiques. Comment tu arriveras à te détacher alors que tu vas tête à fond dans le mur? Tu vas te faire tronquer les cerveaux, matrixer, je ne sais pas comment tu vas au final te détacher. En fait, tout ce que je fais à côté justement, c'est une manière de réussir à ne pas être embourbé dans ce qu'on enseigne. On ne peut pas combattre un système qu'on n'a pas connu dans ses moindres détails. Donc, pour combattre le système jusqu'à ses moindres détails, en fait, je suis obligée de le connaître comme ma poche. Et comment combattre un système qui est injuste si déjà on n'en connaît pas les moindres recoins? Tu veux être l'associé des diables pour combattre les diables? Je vois pas une autre stratégie, je vois pas une autre solution. D'accord. À moins qu'il y en ait qui aient une meilleure stratégie, que vous, faut le dire en commentaire. Mais pour moi, aujourd'hui, je vois pas comment je peux combattre le système sans en connaître et l'organisation, et les fondements, et les motivations, en fait. Et comme je dis, en plus, je suis pas dans l'université la plus neutre qui soit. Je suis quand même à Panthéon-Assas, c'est la meilleure université de droit de France. Donc, dans tout ce qui est le droit, en fait, je dirais pas que les profs imposent leur prise de position, c'est pas ça. Mais c'est que le droit, c'est figé, c'est comme ça, et il n'y a pas à le remettre en question. Sauf qu'aujourd'hui, justement, et au vu des aspirations que j'ai, vis-à-vis du continent dont je suis originaire, j'ai pas d'autre choix que de devoir renverser la table, en fait. C'est pas possible. En tout cas, pour servir la justice africaine, c'est pas possible de vouloir la servir sans renverser ce qui est déjà établi aujourd'hui. Et le droit, même de manière générale, comme il est conçu aujourd'hui, je trouve, est très en faveur de l'Occident, tant par son exercice, par sa conception, par ses bases. Il y a plein de choses qu'on ne conçoit pas, comme le droit en Afrique, qui est beaucoup plus coutumier, en fait. Ouais. Vraiment, c'est très bien dit. C'est pour ça que je t'ai invité aussi en même temps. Les gens me demandent, mais pourquoi tu invites les jeunes? Essaie d'inviter... Bon, je rappelle en même temps que Gabriel Attal a été invité à plusieurs reprises. Elle avait 19 ans, 18 ans. Voilà, aujourd'hui, il est Premier ministre. Donc, il faut essayer à un certain moment d'inscrire dans la tête des gens qui ont un peu le temps pour pouvoir changer les choses. Donc, bref, c'était une parenthèse. Okay. J'aimerais bien que tu critiques maintenant ton parcours, ta filière, ce que tu fais, de te détacher et puis de critiquer. Alors, je peux le critiquer à tellement d'égards. La première chose que je pourrais critiquer, mais ça concerne plus les étudiants qu'autre chose, c'est que le droit, en fait, c'est une filière qui est prestigieuse. Elle est très prestigieuse et justement, dans tout cet embourgeoisement, enfin, c'est une filière en fait qui, pour moi, est à la base destinée à des personnes qui sont déjà aisées dans la société. Et quand on vient de milieux qui sont un peu plus défavorisés, il faut avoir une mentalité très, 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 très dure. Il faut être très fort mentalement. Et en plus de ça, il faut comprendre beaucoup de choses. Déjà que c'est pas seulement nos études qui vont nous aider, mais c'est aussi le réseau. Ouais. Il y en a beaucoup qui ont du mal à le comprendre. Quand tu viens d'un milieu aisé, c'est une chose que tu sais, que tu maîtrises parfaitement. Et naturellement, je pense que tu fais en sorte d'avoir du réseau. Mais je vois beaucoup de camarades ou de personnes qui viennent de ma classe sociale qui ne comprennent pas. Et autant que faire se peut, j'essaie de le transmettre
ma petite échelle, vraiment. Mais c'est quelque chose que j'essaie de transmettre aux gens. Je leur dis qu'une chose que vous devez savoir, c'est que, en fait, ce qui fait ce monde aujourd'hui, c'est le réseau Gabriel Attal. Par exemple, aujourd'hui, il y a des rumeurs qui disent que, apparemment, il n'avait pas vraiment eu son diplôme de droit à Assas. Oui. Et que ce qui fait qu'il l'a eu 1 an après avoir passé ses examens, c'est son réseau. Les études qu'on fait aujourd'hui, c'est pour valider le milieu, enfin, la partie académique, mais ce qui nous construit véritablement, en tout cas en droit, pour moi, c'est le réseau. Est-ce que tu connais un ténor des barreaux africain, noir? Je connais la bâtonnière de Côte d'Ivoire, c'est Flore, j'ai oublié son nom de famille, Flore quelque chose. Elle m'a l'air déjà très... Enfin, en tout cas, je suis son parcours, elle est inspirante. En France? En France, un ténor Oui. de barreau noir? Bonne question. Bonne question. Là, j'ai pas d'inspiration. Tu te rends compte? Pourquoi? Parce qu'ils sont tous mauvais? Tous mauvais, je pense pas, absolument pas. Qu'est-ce qui se passe alors qu'on n'est pas en France? Bon, on va me dire que c'est en fonction du nombre. Il n'y en a pas beaucoup, pas beaucoup d'avocats, mais avec le peu qu'il y a, il n'y en a pas un qui soit connu à la hauteur de Dupond-Moretti. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous mauvais. Parce qu'ils sont tous mauvais, ils sont tous médiocres, ils sont tous ils sont pas suffisamment armés. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Tu as déjà analysé la problématique? Je pense qu'il y a une question de médiatisation déjà. Après, moi je vais encore revenir sur mon point de vue. Tu vas dire que je conforte encore une fois la position du RN, alors qu'absolument pas. Mais quand moi je vois des choses comme ça, et je l'avais déjà dit dans une interview de Koyeba, si je ne parviens pas à trouver une personne qui me ressemble tant physiquement que par son parcours, en fait, je fais de moi-même mon propre exemple, tout simplement. C'est-à-dire que l'exemple que j'aurais voulu avoir et que je ne trouve pas, je deviens cet exemple que je veux. Si je ne vois pas de ténor du barreau qui est noir et qui est extrêmement connu, je vais moi-même devenir mon propre ténor du barreau et essayer de le devenir pour les générations à venir. Mais là... T'as pas des rêves inatteignables? J'en vois pas. Et qu'est-ce qui te fait croire avec tes petits bras que toi, tu vas pouvoir renverser la table alors que les autres n'ont pas réussi? Avec mes petits bras, ça c'est toi qui le vois avec tes propres yeux. C'est toi qui penses que j'ai des petits bras, mais qui sait, ça se trouve ils sont plus gros que ce que tu penses. Plus sérieusement, je pense que je suis encore suffisamment jeune pour m'armer de tout ce dont j'ai besoin. J'ai encore le temps de faire des erreurs. J'ai encore le temps de pouvoir analyser le système. Et je pense que c'est tout l'avantage que j'ai d'être jeune et d'avoir déjà pris conscience de quelle était ma mission. Parce que, à mon sens, chacun a une mission sur cette terre. Ma mission, pour moi, c'est celle-là. Et le fait d'en avoir pris conscience suffisamment tôt, ça me permet déjà de pouvoir me forger la mentalité qu'il faut. Parce que je sais que, en tout cas, les bâtons dans les roues seront mis bien profondément sur mon parcours. Ça, c'est une certitude. Le réseau, encore une fois, je pense que je vais revenir sur cette notion à maintes reprises, mais c'est parce que c'est inévitable. Macron, pour arriver où il est aujourd'hui, il a dû avoir du réseau. Sarkozy, c'est exactement la même chose. Et il le dit très souvent aussi qu'à la base, dans son bâtiment à Neuilly-sur-Seine, il n'était absolument pas connu. Sa famille, elle était inconnue. Mais qu'il y a un moment ou un autre, il a dû briser ce mur de verre qu'il y avait devant lui. Et en fait, devoir commencer à se faire du réseau autour de lui pour déjà être maire de Neuilly, ensuite député et devenir président. En Afrique, c'est exactement la même chose. Je vais prendre encore l'exemple de mon pays pour ne pas parler d'un autre. Paul Biya, pour devenir président, et avant ça, je crois qu'il était secrétaire à la présidence, il a dû avoir un réseau, pareil. Donc, pour parvenir à ses fins, en fait, il faut trouver les bons alliés. Des personnes qui ont les mêmes aspirations que soi. Et au vu de la constitution de la jeunesse africaine aujourd'hui, c'est quelque chose dont je ne doute pas. Tu as dit tout à l'heure que tu as de la chance pour avoir pris suffisamment tôt conscience, ainsi de suite. Qu'est-ce qui a fait que tu prennes conscience? Alors que beaucoup de jeunes aujourd'hui, on parlera des jeunes tout à l'heure, qu'est-ce qui a fait que toi particulièrement, dans ta famille, dans ton quartier, que tu prennes conscience et avoir cette envie d'aller plus haut?
C'est une question que j'aime beaucoup. Ouais. J'ai pas encore eu à développer beaucoup dessus auparavant. C'est une question que j'aime beaucoup. Dans ma personnalité, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Après, je sais la baisser quand il faut, mais j'ai beaucoup d'ego. Et je me souviens, j'étais en classe de seconde. J'avais commencé à faire de la sociologie, donc j'étais partie en voie générale. D'où est venu cet ego là? Justement, Ouais. c'est là où je suis en train de venir. J'explique comment c'est arrivé. Donc, on faisait de la sociologie. Et ma prof de SES, donc c'est sciences économiques et sociales, nous explique que, au vu de là où on habite, et pour certains d'entre nous de notre couleur de peau, on sera incapable d'aller à Sciences Po. Tu habites où? J'habite à Ivry-Courcouronnes. Très bien. Voilà, 91, Essonne, les rixes interquartiers, les bagarres, tout ce que vous voulez, c'est là-bas. Tout ce que vous voulez, c'est chez nous. Ouais. Les bâtiments, les fours, tout ce que vous imaginez là, c'est chez nous. Voilà. et j'en ai pas honte, au contraire, j'en suis très très fière. Ouais, Et ben voilà. on les voit Ouais, sur les j'en réseaux suis- sociaux, Ah comment oui, tu les franchement. partages, comment tu es à fond. J'en suis On y reviendra. extrêmement Ouais, fière vas-y, de ma continue, ville. ouais. Mais voilà, je vais essayer de restreindre un peu pour pas m'éparpiller. Ouais. Donc, elle nous dit que, au vu de là où on était, donc j'étais dans un lycée à Ivry toujours, on n'est pas éligible à entrer à Sciences Po. Je l'ai regardé comme ça, je lui dis, mais alors déjà, d'où vous dites ça avec ma petite insolence, j'avais quoi? J'avais peut-être 15 ans, j'allais sur mes 16 ans, et j'étais révoltée en fait, je comprenais pas comment ça on peut pas aller à Sciences Po, etc. Déjà, c'est quoi cette école? Donc elle nous explique, oui, il y a Emmanuel Macron qui est passé par là, il y a telle personne qui sont passées par là, etc. Et je dis, mais pourquoi nous on pourrait pas passer par là? Bah parce que vous êtes défavorisés, les autres étudiants Enfin, les étudiants qui sont actuellement à Sciences Po, on les y prépare depuis qu'ils sont au collège, depuis qu'ils sont même parfois en primaire. Il faut avoir une vraie culture générale, il faut avoir ceci, il faut avoir cela. Ouais. Et je l'ai regardé comme ça. J'écoutais ce qu'elle disait, et il y avait la rage qui montait dans mon cœur. Et je me disais, mais pourquoi? C'est pas possible. Déjà que depuis qu'on est petit, on nous fait comprendre que par notre couleur de peau, on va subir du racisme. Moi, depuis que je suis en maternelle, ma mère me le fait comprendre. On est déjà confronté violemment à la vie, en fait, au quotidien. Et donc, en plus, ça vient encore rajouter un poids sur ce que moi, j'avais déjà conscientisé. Je la regarde, je lui dis, madame, regardez-moi bien dans les yeux. À l'époque, j'avais encore des lunettes. Je dis, regardez-moi bien dans les yeux avec mes lunettes. Plus tard, vous me verrez à la télé et vous verrez que j'aurai réussi à passer à Sciences Po. Elle me regarde, elle a dit, elle veut quoi, elle? En plus, c'était une époque, je m'habillais en jogging, j'en avais un peu rien à faire. Avec mes sacs Comme à tous dos, les jeunes mec, aujourd'hui et tout. qui sont tout le temps en Mais jogging, c'est non? exactement ça. Et elle me regarde, elle me dit, qu'est-ce qu'elle raconte? Je lui dis, madame, s'il y a une chose sur laquelle vous pouvez me faire confiance, c'est ça. Gardez bien la fiche d'appel, voyez bien mon nom, surlignez-le. Conservez-le avec la plus grande précision et la plus grande... Vraiment, faites attention à la fiche d'appel. Et dans quelques années, quand vous verrez mon nom à la télé, vous vous souviendrez de moi. Elle a pas prêté attention plus que ça. Et c'est devenu mon combat, en fait. Dans le sens où je me suis dit, comment ça se fait que moi, juste parce que j'habite dans un endroit où j'ai pas choisi d'habiter, en fait, une couleur de peau que je n'ai pas choisie, un sexe que je n'ai pas... En fait, j'ai rien choisi. Mais la vie m'impose que, à cause de ça, tu ne pourras pas aller à Sciences Po. En fait, c'est là où il y a eu tout le déclic. Donc, on nous demandait, pour aller à Sciences Po, d'avoir une grosse culture générale, d'avoir une expression écrite comme orale qui sont irréprochables, etc. Et à partir de la classe de seconde, et moi, quand j'étais en seconde, en fait, c'est là où il y avait le confinement. Le confinement, ça a été vraiment le moment de déclic pour moi. Déclencheur, ouais. Bah ouais, vraiment, pour moi, c'est une période que j'apprécie beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont mal passé le confinement. Moi, même si ça se rallongeait, c'était même... Encore mieux pour moi, c'est vraiment très bien. Tu sais comment t'occuper. Exactement, je me suis occupée. Déjà, au niveau de l'anglais, j'ai essayé de travailler mon anglais davantage. Ma culture générale, la géopolitique, etc. J'ai commencé à étudier contre Pascal Boniface, etc. J'ai commencé à retravailler aussi mon style vestimentaire. Après, ça, c'est encore un peu venu avec le temps. Mais je me suis dit qu'il fallait que mon physique serve ma propre cause, en fait. Il fallait que rien autour de moi, rien dans ce que j'entreprends, rien dans ce que je suis desserve ma propre cause. Et donc, c'est un peu à partir de là que j'ai commencé à prendre conscience et que j'ai replongé aussi dans mon histoire, parce qu'à force de chercher, il y avait des incohérences que je voyais, que je trouvais. Je me disais, mais c'est pas normal. Comment ça se fait que, du coup, on parle de racisme depuis qu'on est jeune? Comment ça se fait qu'il y a ces inégalités sociales qui existent, ces inégalités économiques, et tant pour chaque individu dans les sociétés occidentales que dans les États, en fait. Les rapports entre les États africains et les États occidentaux, c'est pas des rapports qui sont faits d'égal à égal. Non, pas du tout. Et j'ai envie de dire malheureusement, mais en même temps, le monde de la géopolitique, pour moi, c'est le monde de la jungle, où c'est le plus fort qui fait en sorte que tous les autres États jouent l'orchestre qu'il a choisi, quoi.
Donc voilà, c'était un peu tout ça qui m'intriguait au fur et à mesure que je faisais mes recherches et c'est comme ça que j'ai un peu abouti à cette mission, cet objectif. Mais je n'ai pas très bien compris d'où est venu ton ego, en dehors de ce que... Mon ego, je l'ai toujours eu. Tu l'as toujours eu. À titre personnel, mon ego, je l'ai vraiment toujours eu. Au collège, on allait m'insulter, je me bagarrais, je tapais les gens. C'est vraiment le cadet de mes soucis parce que pour moi, il y avait cette notion de respect, il y avait cette notion de dignité. Et qui es-tu en fait pour venir insulter ma personne? C'est quelque chose que j'ai vraiment toujours eu. Et justement, quand elle nous dit que oui, vous êtes des personnes avec certaines couleurs de peau et que vous venez de tel milieu social, vous ne pouvez pas accéder à Sciences Po, c'est là où ton ego, en fait, j'ai senti que mon ego, il était atteint. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc, je vais lui prouver que moi, elle me voit comme elle me voit aujourd'hui, comme une moindre élève comme les autres. Moi, je serai en capacité d'entrer à Sciences Po et de parvenir dans les hautes sphères de la société, contrairement à ce qu'elle pensait. En fait, il y avait un peu ce fatalisme social. C'est le sociologue Pierre Bourdieu qui en parlait très souvent, le déterminisme social. Le déterminisme. Voilà, il y avait ce déterminisme qu'elle ancrait dans nos esprits, en fait. Et déjà, dès cet instant-là, je le combattais. Je me disais, mais non, déjà, toi, qui es-tu pour venir nous dire qu'on ne peut pas? Et en plus de ça, pourquoi je ne pourrais pas? En fait, ces limites un peu sociales, moi, je les considérais plutôt comme des atouts. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Je ne vois pas ma couleur de peau ou mon sexe ou mon origine sociale comme un frein, mais plutôt comme des avantages. Aujourd'hui, je suis à Assas, Paris. Là-bas, il y a beaucoup de gens qui habitent dans Paris et ses alentours, mais vraiment très, très, très proches. Et moi, j'habite toujours à Évry. On me dit « Ah, mais il faut que tu déménages, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. » Je les regarde comme ça et je leur dis « Je vais venir habiter à côté de chez vous, ça va m'apporter quoi, en fait ?» Tu vas gagner du temps. Je dis « Dans les transports, je travaille dans tous les cas. Ça me fait gagner du temps. » En fait, mon cerveau, il est formaté pour prendre tout ce que je vis au quotidien à mon avantage et pas à mon inconvénient, en fait. Ouais, non, on est des noirs, on est des ceci, on est des cela. Je leur dis, ouais, mais justement, le fait qu'on soit des personnes noires, c'est censé nous encourager plus que nous dire, non, mais on est des noirs, on n'y arrive pas, on n'y arrivera pas, on est des noirs, ceci, cela. En fait, c'est pas censé être un instrument de victimisation, mais c'est censé justement vous permettre de redoubler d'efforts au vu de tout le patrimoine que nos ancêtres nous ont laissé. Pourquoi tu parles de victimisation? Parce que les Noirs en général sont aussi des victimes, réellement. Oui, c'est vrai. Il y a Aya Sissoko que j'aime bien aussi, qui en parle dans son livre. Quand on parle de victimisation, c'est comme si c'est un terme qu'on inscrit dans vos têtes pour arrêter de vous victimiser, alors qu'en réalité, vous êtes des victimes. Vous êtes des victimes d'un système, vous êtes des victimes d'une société, vous êtes des victimes de... Voilà. Et il faudrait que la loi, la justice, le droit vous reconnaissent d'abord en tant que victime pour ensuite pouvoir réparer les dégâts causés. Donc, pourquoi toi tu parles de victimisation? Malheureusement, on ne vit pas dans un monde des bisounours. Et pour être reconnu comme une victime, il y a tout un combat qu'il faut faire d'abord. Il faut qu'on choisisse, est-ce qu'on est des victimes qui passons notre temps juste à dire le bourreau c'est lui, le bourreau c'est lui, le bourreau c'est lui, ou on est des victimes qui cherchons à combattre le bourreau en fait, qui cherchons à faire condamner le bourreau. Et il y a deux chemins à prendre, à chacun de prendre le sien, mais moi je considère que celui qui est le plus efficace, c'est celui où on cherche justement à faire reconnaître le bourreau comme étant le bourreau et pas comme étant parfois une victime comme nous, ou parfois, enfin il y a des qualifications qui surgissent de partout, comme aujourd'hui le racisme anti-blanc apparemment ça existe. Soit. Mais moi, je préfère déjà ne pas me qualifier de victime, même si c'est... Objectivement, c'est vrai, oui, on est des victimes de l'histoire. Mais se qualifier de victime, pour moi, ça nous conforte un peu dans notre position où on n'a pas envie de partir vers l'action. On n'a pas envie de prendre cette position, on va vers l'action et on a envie de changer les choses. On va juste se conforter en disant oui, mais il y a le racisme, oui, mais il y a ceci, oui, mais il y a cela. C'est pour ça qu'on est comme ci, c'est pour ça qu'on fait ça, et etc. Je te donne une baguette magique, tu changes quoi? Aujourd'hui, déjà, j'aurais envie que les Noirs dans notre communauté, on soit mieux organisés financièrement. Parce que même dans notre consommation, on consomme mal. On est plus des consommateurs que des producteurs. Ça, c'est un constat qu'il faut absolument faire. Et donc, ouais, la première chose, en tout cas, c'est une organisation économique qui soit beaucoup plus intelligente, beaucoup plus stratégique, qui servent notre faveur, enfin qui servent nos intérêts plutôt. Pour moi, c'est la porte d'entrée, la porte de sortie, le chemin entre-temps. Pour moi, c'est vraiment tout. Et après,
La deuxième chose que je voudrais changer, c'est la place de nos États dans les relations internationales. Très bien. Parce que ça me déchire le cœur au plus haut point quand je vois comment on s'inscrit dans les relations internationales. Après, comme je dis, je suis quand même très optimiste. Et la manière, par exemple, dont l'Afrique du Sud est en train de s'inscrire dans les relations internationales en ayant porté plainte auprès de la Cour internationale de justice, c'est un très bon point. J'ai fait une interview récemment, quelqu'un m'a dit « La charité bien ordonnée commence par soi-même ». Exactement. Il y a des problèmes au Congo, l'Afrique du Sud ne porte jamais plainte, ne met même pas son nez, ses yeux. Mais il y a un problème en Israël, là, il va porter plainte. L'Afrique du Sud, elle a quand même eu sa place de médiatrice quand il y avait les problèmes entre Laurent Désiré Kabila et Mobutu. Ouais. Voilà. Il y a des choses qui ne se sont pas forcément très bien passées. Dans les anecdotes qu'on nous rapporte même, c'est que Mandela, là-bas, c'était quelqu'un de très pacifique et qu'il y a un jour où il s'est énervé, c'est quand justement il devait y avoir ces négociations entre ces deux personnages de l'histoire congolaise. Ouais, très bien. Franchement, oui. Tu entends parler de la libre circulation des biens et des marchandises. Très bon sujet. Quand il s'agit des marchandises, ça peut tourner dans tous les sens. Et quand il s'agit des êtres humains, on met un frein. Et parfois ici, on a des classements en termes des passeports les plus puissants et des passeports les plus faibles. Oui, oui. Qu'est-ce que tu en penses? Tu parles d'échanger des règles dans les relations internationales. Oui. Qu'est-ce que tu penses de cela? Alors déjà, à mon sens, il faudrait dans un premier temps qu'on ait un protectionnisme continental. Et parfois, pour certains États, il faudrait même avoir un protectionnisme national. Après, c'est spécifique à plusieurs domaines. Sur le domaine économique, il y a certains produits sur lesquels on est obligé de le faire et d'autres un peu moins. Mais à mon sens, en tout cas, on devrait déjà avoir un protectionnisme continental. Et c'est un peu ce que la ZLECA voudrait faire. Parce que à l'échelle de l'Afrique même, c'est anormal qu'on ait les matières premières pour avoir des produits à haute valeur, mais qu'on soit incapable de produire ces produits à haute valeur-là. Et il me semble que c'est au Congo-Kinshasa toujours que Tshisekedi, il avait interdit l'exportation de certains produits qui sont non finis. Donc les produits non finis, c'est que par exemple, si j'ai mon pétrole, s'il n'est pas transformé, il ne sort pas du territoire. Ouais. Et pour moi, ça, c'est des mesures qu'il faut mettre en place de manière encore plus drastique parce qu'on est dans une époque où, pour moi, on est dans un gros tournant de l'histoire. L'histoire, elle est en train de prendre une autre forme et c'est vraiment la dernière période où on peut encore se permettre, entre guillemets, de faire certaines erreurs. C'est encore la dernière période où nos États doivent travailler à la cohésion nationale aussi. C'est la dernière période aussi où nos États doivent travailler davantage sur la stratégie économique parce qu'après, on n'aura plus. Ce sera plus compliqué. Très bien. C'est mon opinion, mais ce sera plus compliqué. Donc en tout cas, sur ça, moi, je suis plutôt en faveur d'un protectionnisme continental et parfois national aussi. Et je serais même en faveur qu'il y ait des organisations qui se fassent un peu comme dans la charte du Litaco-Gourma, donc entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Pour moi, c'est 3 États qui ont tout compris à ce que devrait être l'Afrique à l'avenir. Après, bon, comme on dit, en droit, ils sont beaucoup reprochés, enfin ils sont très très critiqués par les questions de constitutionnalité, etc. Mais même sur ça, en fait, il y a tout à refaire parce que dans un État comme le Cameroun, je ne comprends pas pourquoi on dit qu'on est une république alors que ça fait plus de 7 mandats que le président enchaîne. Autant nous dire directement qu'on est une monarchie et puis on finit sur ça, en fait. Enfin, j'en discute très souvent avec les gens. Autant dire les choses directement. Si on est une monarchie, autant le faire. Et ça m'étonne d'autant plus que le président a quand même fait des études de droit. Donc, bon, comme je l'ai dit. Il s'est fait tronquer le cerveau. Il y a beaucoup d'hypothèses à faire sur ce président qui communique très très peu aussi sur ses idées. Ouais. On peut faire beaucoup de ci et de ça et de peut-être que et que. Enfin, il y a beaucoup d'hypothèses à faire sur ce président en tout cas. Bref, on revient sur les jeunes. Vraiment sur ton cas, quand tu dis que tu avais beaucoup d'ego et ça te pousse à percer, qu'est-ce qui fait que toi, tu as envie de percer et d'autres, on voit dans les quartiers, dans les banlieues, dans des banlieues, d'autres jeunes qui sont dans des rixes, qui sont dans il y a même des morts actuellement. Je pense qu'ils ont été aussi critiqués
à l'école ou critiqués, ou alors on leur avait dit que vous n'allez pas percer parce que voilà, ainsi de suite. Qu'est-ce qui fait que toi, tu perces, d'autres basculent dans des risques? Il y a déjà toute la question de la prise de conscience. Une première chose, prendre conscience de sa place dans la société et que la société, en fait, elle est hiérarchisée. Mais ça, il y en a qui en ont conscience, d'autres pas. Et même ceux qui en ont conscience, ils sont extrêmement fatalistes sur cette question-là. J'ai eu l'occasion d'en discuter à maintes reprises avec eux. Et j'ai même des petits frères à qui j'ai formellement défendu d'entrer dans les RICS. Et quand je vois que c'est pas eux qui rentrent, mais qu'il y a des mecs qui essayent de charrier un peu mes frères, ouais, ça se passe très mal entre eux et moi. En tout cas, moi, j'ai vraiment été très formelle dessus, et dans mon quartier, et dans ma ville, ou quoi que ce soit. Si je vois une personne toucher à mes frères, ça va mal se passer entre vous et moi. Mais cette question des RICS, et même ce problème en fait, c'est une sorte de cercle vicieux. C'est-à-dire que il y a un problème de prise de conscience. Même quand on en prend conscience, on est très fataliste. Et donc, en fait, on se dit, pourquoi est-ce que je devrais relever la tête? Je vais continuer à rester dans ce cercle vicieux-là. Et le truc, c'est que même, parfois, on dessert notre propre cause. Dans le sens où les anciens de quartier, après, je ne vais pas tous les critiquer parce qu'il y en a beaucoup qui vraiment se battent corps et âme pour que les RICS s'arrêtent. Mais même parfois, les anciens de quartier, c'est pas ceux qui montrent l'exemple, c'est même parfois ceux qui vont impliquer nos petits frères à aller vendre, impliquer nos petits frères dans leurs trucs, etc. En fait, ces grands quartiers-là, ils ont un rôle limite d'éducateur. Parfois, ils ont même plus de valeur que les parents de ces jeunes-là, et ils s'en rendent pas compte. Donc pour moi, eux, c'est déjà l'une des premières causes. Et la deuxième chose aussi, c'est que ces jeunes, et je pense que c'est un peu comme ça que toute la société fonctionne, ils ne voient pas forcément l'intérêt à devoir s'élever socialement. Je suis posée dans mon quartier, je suis avec mes potes, c'est avec eux que je marche tous les jours. On est là, on se parle sur Snap, on sort, on descend, on est posé au quartier, on parle de tout et de rien toute la journée. On vend, on prend l'argent qui est issu de la drogue ou en tout cas de ce qu'on va vendre, etc. Ce serait quoi mon intérêt à vouloir m'élever socialement, en fait ? Et c'est là toute la question. Ceux qui sont issus de classes un peu plus favorisées, on leur a fait comprendre quel était leur intérêt à devoir rester élevés socialement et à devoir garder tout le travail, toute cette bourgeoisie que leurs parents et les ancêtres de leurs parents ont travaillé. Mais nous, on ne nous fait pas comprendre quel serait notre intérêt justement à devoir nous élever socialement, à devoir changer la direction qu'on nous pressupose. Quand tu dis on, c'est qui les on? Le on, c'est je parle de moi et de tous les gens qui sont issus des quartiers défavorisés. D'accord. De tous ces jeunes de cité, tout simplement. Comme on aime nous appeler dans les médias. Tous ces... Bref, il y a tellement de qualificatifs qu'on nous donne et qui servent plus la division nationale qu'autre chose. Et justement, en fait, pour moi, c'est vraiment les deux principaux soucis. C'est les anciens des quartiers et le manque d'intérêt, en fait, à devoir tout simplement s'élever socialement, sachant que parfois, ils vont se dire « Oh, même si la police vient me contrôler, quand je vends comme ça, je gagne beaucoup plus que ce que Quelle est la responsabilité des parents là-dessus? Nos parents. Nos parents. Je suis très dure envers eux et en même temps, je suis très indulgente parce que la plupart d'entre eux, ils sont venus se chercher ici. Moi, j'ai des souvenirs de quand j'étais jeune où je pouvais passer des jours sans voir mon père. Des souvenirs aussi où j'ai vu que je pouvais ne pas voir ma mère pendant plusieurs jours et que parfois c'était ma grande sœur qui devenait un peu la maman de la maison ou parfois c'était moi qui étais un peu la maman de mes petits frères. Donc, au vu de ça, et je sais que ça se passe dans beaucoup de familles, nos parents, ils travaillent justement pour qu'on ne tombe pas dedans. Ils essayent de nous inculquer les valeurs qu'il faut. Mais en même temps... Ils se trompent alors. Junior et ses questions. Tromper, je pense pas. Mais peut-être qu'ils mettent pas l'accent suffisamment sur ce qu'il faut, en fait. Ils vont nous dire tout simplement, il faut aller à l'école. Aller à l'école, c'est important. Parce que sinon, plus tard, tu réussiras pas dans la vie. Mais aujourd'hui, si je vois des gens sur TikTok qui gagnent des millions alors qu'à l'école, ils sont nuls, je vois pas mon intérêt à devoir aller à l'école, en fait. Je pense que ce qu'il faut, c'est une transmission qui soit différente de nos parents. Parce que eux, ils ont eu la transmission un peu traditionnelle que leurs parents leur ont donnée au pays. Sauf que il y a une différence qui se fait dans la transmission de nos parents vis-à-vis de nous. Parce que déjà, on n'est pas nés dans le même pays qu'eux. Et le problème surtout, et ça, c'est Rokhaya Diallo, la journaliste, qui le soulève souvent. Et je trouve ça très pertinent, c'est que parfois... les enfants d'immigrés, on se retrouve à être les parents de nos parents.
Donc au niveau de l'autorité, en fait, l'autorité On des se retrouve parents... à être les parents de nos parents. D'accord. Exactement. D'accord. Ouais, parce que dans leur volonté de s'intégrer, nous, on est nés ici, donc dans l'intégration, on a beaucoup moins de mal qu'eux. Et en fait, on se retrouve à devoir leur apprendre à s'intégrer en France. Et Est-ce que... Très bien. Quand tu dis qu'on se retrouve à devoir leur apprendre à s'intégrer, justement, il y a Aya Sissoko qui raconte qu'elle avait parfois honte de sa maman, parce que sa maman portait le boubou, parce que sa maman ne savait pas s'exprimer en français, parce que sa maman, c'était compliqué, les gens lui parlaient aussi, lui parlaient de façon nègre, donc voilà. Est-ce que il y a justement les problèmes d'intégration, ou alors c'est vous voulez que vos parents soient d'une certaine façon, à partir du moment qu'ils ne les sont pas, et vous cherchez un peu à les intégrer de votre façon? Moi, je pense pas qu'on cherche forcément à les rendre d'une manière ou d'une autre, parce que... Là, tu voudrais que ta maman, si elle porte les boubous, soit un peu comme la maman des Mathéo, je sais pas où... Non. Ouais. À l'époque, oui. Là où je vais revenir sur ce que tu dis, c'est qu'à l'époque, oui, quand j'étais petite, déjà j'habitais avant d'arriver à Ivry, j'ai ce que je disais d'ailleurs dans le reportage qui a été fait sur l'Érix Interquartier, j'habitais dans une ville, pas très loin d'Ivry d'ailleurs, où il y avait en majorité des personnes blanches. Les noirs, dans mon école, on se comptait sur une main, on devait être... Déjà dans les photos de classe, là, je me ressouviens encore, on devait être vraiment 4 à tout casser. Vraiment, et encore, c'était une Malienne, moi et un Antillais. Donc, ouais, c'était pas ouf. Et à cette époque-là, justement, mes parents, ils ne m'avaient pas transmis l'amour de notre culture. Ils ne m'avaient pas transmis l'amour du Cameroun, de l'Afrique. En fait, il n'y avait pas ce patriotisme en moi. Et forcément, j'avais honte. Par exemple, que ma mère elle a un accent comparé aux mamans des autres. J'avais honte du fait de porter des mèches ou d'avoir des cheveux crépus. Les cheveux crépus, c'est encore toute une autre histoire et ça mérite aussi, je pense, une interview. Mais c'est tous ces éléments-là, en fait, qui me rattachaient à mon continent d'origine, dont, en fait, j'avais honte et je voulais littéralement me transformer comme tu dis, comme un Mathéo, une Nina, etc. Et c'était allé à un point très extrême. À mon âge, quand j'étais petite en primaire, c'était l'époque où Michael Jackson, il était en vogue. Et Michael Jackson, il avait la peau qui se métamorphosait. Vous voyez, au fur et à mesure du temps, il était noir, il devenait blanc. Et moi, je me disais, quand j'aurai 18 ans, je ferai pareil que lui. Ouais. Il faut absolument que je fasse la même chose que lui. Je deviendrai blanche. Et puis, comme ma mère, elle me défrisait les cheveux, je disais, mes cheveux, ils seront déjà lisses. La seule chose qui manquera, c'est la couleur de peau. Aujourd'hui, la balance s'est inversée. J'ai honte d'avoir pensé ça un jour. J'ai honte d'avoir été comme ça un jour. Mais c'est parce qu'aussi, et c'est là où je dis que je suis très dure avec nos parents, ils ne recherchent pas à nous transmettre la culture, mais c'est même pas tant transmettre la culture, c'est transmettre la valeur qu'elle a en fait, et l'utilité qu'elle peut avoir au quotidien pour nous. Sur par exemple la question de l'oralité, on a des parents qui sont analphabètes, c'est pas le cas de mes parents à moi, mais il y a des parents immigrés qui sont analphabètes. La plupart des enfants qui sont nés ici aujourd'hui, ils vont avoir honte de ça, parce que leurs parents eux-mêmes ont honte de ne pas savoir lire ou de ne pas savoir écrire. Or, on a un auteur, en tout cas un grand intellectuel malien, Amadou Hampâté-Bâ, qui a contribué à valoriser la culture orale qu'on a aujourd'hui en Afrique. Et justement, si nos parents, au lieu d'avoir honte de ça, cherchaient plutôt à transmettre cette valeur en disant à leurs enfants que mais oui, mais l'oralité, c'est le commencement même de l'écriture. Avant d'écrire, tu es obligé de penser à l'oral par la parole, ce que tu veux retranscrire à l'écrit après, tu vois. Et si nos parents, par exemple, ils travaillaient à ça, je pense pas qu'on serait dans cette posture de, déjà, on inverse les tendances où c'est nous qui devons leur transmettre, et il y aurait beaucoup moins cette honte de notre culture des enfants. Et encore, cette honte, je pense qu'elle est relative aux origines. J'ai pas souvent vu des Maliens être honteux de leur culture ou de leurs origines. J'ai pas souvent vu... Là, c'est Sissoko est d'origine malienne. J'ai dit, j'ai pas souvent vu. D'accord. Après, l'exception confirme la règle, comme j'aime dire, la règle générale. Mais de manière générale, par exemple, je voyais pas très souvent les Maliens être honteux de leur culture. Et pourtant, c'est ceux sur lesquels on martelait le plus. Hein. Oh, ils mettent pas de crème. Oh, ils parlent comme ci, ils font ça, et patati, et patata. C'est eux qui mangent toutes les allocations familiales, etc. Mais pourtant, c'est des gens qui sont très fiers de leur culture. Et sur ça, je pense que c'est très inspirant. À titre illustratif, à l'inverse, au Cameroun, je trouve qu'on n'est pas extrêmement fiers, on n'est pas suffisamment... En fait, les Camerounais, on va souvent dire, oui, on est fiers de nos cultures, oui,
on est très fiers de chez nous, etc. Il faudrait encore redoubler d'efforts. D'accord. On n'est pas fiers sur les bonnes choses, en tout cas. Du coup, que doivent faire les parents par rapport à... Je ne sais pas, ils sont en quelque sorte responsables. Quand des enfants se mettent dans des phénomènes comme ça, des bagarres, des violences, que doivent faire les parents? Quelles sont les réponses qu'il faudrait y apporter? Déjà, il faudrait montrer l'intérêt que les enfants ont à devoir faire autre chose, tout simplement. Pas juste me dire oui, il faut aller à l'école, c'est important, mais plutôt, et c'est ce que mon père aujourd'hui il essaye de faire avec mes petits frères, mais plutôt leur dire que sans l'école, demain, même si tu fais du foot et que tu veux prendre une autre voie, en fait, tu ne réussiras pas. Comment est-ce que tu vas faire pour communiquer avec tes managers qui parleront anglais? Comment, sans argent, tu vas réussir à asseoir ta position dans ce monde? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, Elon Musk, il a des idées politiques. Il arrive à les faire valoir. Pourquoi? Parce qu'il a une assise financière et économique qui est considérable et qui est indiscutable par tout le monde. Et c'est en expliquant les choses comme ça que... C'est pourtant très simple, hein, et limite très bête, mais il faut prendre conscience qu'en fait, l'éducation transmise, elle doit être différente. L'éducation qu'un parent blanc né en France, qui a un enfant blanc qui est né en France, elle n'est pas pareille, elle n'est pas portée sur les mêmes choses que l'éducation qu'un parent noir immigré doit donner à son enfant. Donc ça, c'est déjà la première chose, susciter l'intérêt des enfants, et ce, dès très 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 jeunes. La deuxième chose aussi, c'est l'amour de soi. C'est extrêmement important parce que on sera porté à beaucoup voir la différence avec la majorité de ce pays, tant sur les cheveux, la couleur de peau. Il y a vraiment plein de différences. Le fait qu'on n'ait pas des yeux bleus. Mais bon, après, apparemment, il y a des noirs même avec les yeux bleus et verts. Ouais, sur les nourritures. On a honte de manger... les odeurs, les je sais pas quoi, ouais. etc. En fait, il faut vraiment apprendre aussi à valoriser l'amour de soi et aussi, comme tu viens de l'anticiper, l'amour de sa culture. C'est quelque chose de très important. Et aujourd'hui, mes parents, ils sont portés à valoriser la culture parce que je les y ai forcés. Même au niveau de la langue maternelle, je comprends mieux le lingala que ma langue maternelle à moi. Et c'est pour ça que parfois les Congolais avec qui je parle, je dis mais vous êtes des colons, vous savez ça ou pas? Comment ça se fait que je comprends mieux le lingala que ma langue maternelle? Et aujourd'hui, je force mes parents à me parler leur langue. Ma grand-mère, elle est venue en France il n'y a pas longtemps et c'est une grâce que j'ai, mais c'est pas tout le monde qui l'a. Mais je la force à me parler le dibom, je leur force à me parler le douala parce que je me dis comment moi je vais faire pour transmettre plus tard et valider les 3 étapes dont je viens de parler. Si déjà moi je les ai pas complètement, elles sont pas complètement validées en fait. Et donc je leur fais comprendre toute l'utilité que ça a parce que de leur côté aussi, eux à la base comme je dis, ils sont venus chercher leur argent et c'est pas des choses dont ils, comment dire, en fait eux ils veulent s'intégrer. Et dans cette grosse volonté d'intégration, ils veulent que nous aussi on soit intégrés et qu'il n'y ait pas forcément des choses qui portent préjudice à notre intégration. Donc mes parents, ils m'ont pas appris ma langue maternelle pour que ça ait pas d'impact sur ma maîtrise de la langue française, etc. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, c'est m'avoir tiré une balle dans le pied. Parce que quand je vais vouloir parler avec ma grand-mère, je vais forcément devoir lui parler au français. Si aujourd'hui je décide de rentrer au Cameroun, en fait, je vais que parler français. Ouais. Quand je vais aller dans mon village ou voir des gens qui viennent de mon ethnie, je ne pourrais pas leur parler ma langue maternelle. Et aujourd'hui, en fait, comme je dis, la balance, encore une fois, elle s'est renversée et j'ai honte de ne pas savoir parler ma langue, alors qu'à l'époque, c'était plutôt avoir honte de ne pas savoir parler français. Quoi. Donc, aux parents, de parler aux enfants... Vraiment. Ouais, ça, par exemple, c'est un truc que les Congolais, ils ont compris. Il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles on peut vous critiquer et il y a beaucoup de choses qui sont critiquables, mais sur ça... Et les Maliens, c'est la même chose, même les Sénégalais aussi, vous transmettez plutôt bien la langue, chose qu'au Cameroun, parfois, je ne vois pas forcément, ou dans d'autres pays, c'est pas quelque chose qui est très remarqué chez nous, en tout cas. Tu parles des Congolais, il n'y a pas de Congolais ici. Bref. Et la responsabilité de l'école. L'école. Quand tu dis que tu avais un prof, je ne sais pas quoi, qui vous disait que vous ne pouvez pas aller à Sciences Po, donc c'est-à-dire que l'école porte aussi une certaine responsabilité vis-à-vis des enfants, parce que voilà, on vous envoie à faire, et on le voit aujourd'hui, très rapidement comme ça, on va vous envoyer à faire un bac pro. Oui. Je ne critique pas le bac pro, oui, mais c'est pas normal qu'on soit autant tout le temps aiguillé vers les bacs pro. Quelle est la responsabilité de l'école par rapport à tous ces phénomènes de violence? Déjà, je parlerai des profs comme je parlais des avocats pénalistes. Être prof, ça doit être une vocation et pas juste un truc qu'on fait par dépit. Première chose. Deuxième chose, je pense qu'être prof aussi, c'est un long chemin que l'on parcourt où
constamment, en fait, on doit revenir sur soi. On en apprend sur... En fait, on doit se forger avant d'être prof. Et il y a certains profs qui ont conscience du travail qu'ils doivent faire sur eux-mêmes pour mieux transmettre et faire prendre conscience aux élèves tant originaires de France depuis toujours et ceux qui sont descendants de l'immigration, qu'ils ont tous leur chance. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Et encore une fois, là, oui, l'école, elle a largement sa responsabilité. Comme je parlais encore une fois tout à l'heure des États-Unis qui concilient et en même temps l'origine et en même temps l'identité américaine, il y a peu d'Américains aujourd'hui qui vont parler de ce genre de sujet de oh, est-ce que je suis américain, est-ce que je suis pas américain, est-ce que je suis africain, est-ce que je suis pas africain. C'est des questions qu'on ne se pose plus. Ouais. On parle plutôt de questions de racisme, etc. Mais sur ce genre de sujet-là, en fait, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat parce que les États-Unis, ils ont quand même beaucoup travaillé à cette question d'intégration. Or, en France, il y a tout cet héritage de la Révolution, tout cet héritage du 18e, du 19e avec l'universalisme républicain, avec Ferry, etc. Et que la France tient beaucoup à garder en grand emblème républicain aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose qui doit être discuté, très très discuté. Après, comment dire, il y a beaucoup d'enjeux qui entrent en compte dans le fait de devoir discuter cette question d'universalisme républicain parce qu'aujourd'hui, les Européens, même de manière générale, revoient un peu leur civilisation et conçoivent que leur civilisation est menacée par des civilisations qui seraient plus fortes. Oui. C'est là où justement en fait il y a une grosse confrontation et il y en a aussi un qui a dit que les civilisations ne s'évalent pas, il y a des cultures. C'est là où il y a une incohérence dans leur conception. En tout cas, après ça c'est mon avis personnel. Parce qu'en même temps ils disent que nos civilisations n'ont pas de valeur, mais en même temps c'est nos civilisations qui menaceraient la leur. Bon, soit. Mais en tout cas, pour revenir encore au vif du sujet, l'école, elle a largement sa responsabilité parce que déjà le premier rôle de l'école, déjà, c'est de transmettre. Et je pense que déjà, juste dans ce rôle de transmission, il y a un gros problème dans le sens où quand on va passer sur l'histoire de l'esclavage, c'est là où déjà on entend juste le commerce triangulaire. Mais on ne voit pas autre chose sur l'Afrique, par exemple, que le commerce triangulaire. Donc déjà là, comment un enfant issu de l'immigration, qui même se pense absolument français, moi quand j'étais petite, vraiment, je me pensais absolument française, et quand on me demandait j'étais de quelle origine, je disais française, je vois pas pourquoi, vous voulez aller plus loin que ça, je suis française et d'origine et de nationalité, enfin bon bref. Mais même, donc, du coup, dans cette perspective-là, quand on a envie d'en apprendre davantage même sur le monde, il y a un souci sur la transmission, parce qu'on va parler de l'Afrique seulement par rapport au commerce triangulaire, etc. Et ça, en dehors des profs même, c'est quelque chose que je reproche beaucoup et à la jeunesse française et à la société française tout simplement, c'est qu'on est extrêmement nombriliste. Or, à mon sens, quand on analyse le monde, quand on se détache un peu de la France, on se détache même un peu de l'Europe et qu'on analyse le monde, quand on revient sur la politique française, sur le système français, la grille de lecture est absolument différente. Et c'est ce que j'essaie de faire comprendre le plus possible, parce que forcément la jeunesse française aujourd'hui est un produit de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, mais ce que j'essaie de leur faire comprendre, c'est qu'en étant un peu moins nombriliste, en confrontant un peu les connaissances qu'on a eues à l'école avant, la grille de lecture de la France n'est vraiment pas la même, et parfois la grille de lecture qu'on peut avoir en ayant analysé d'autres systèmes sert davantage les intérêts de la France que vous, la vision que vous avez en étant nombriliste. Donc en enseignant seulement que l'Afrique, c'est le commerce triangulaire et l'esclavage, la France, elle dessert déjà ses propres intérêts et elle dessert aussi les intérêts tout simplement de ses citoyens parce que quand on va voyager ailleurs, en fait, on sera des gens qui ont une connaissance très, très, très faible sur d'autres régions du monde. Quand on voit par contre que les Allemands, par exemple, ils ont une connaissance du monde qui est différente, ils ont une connaissance des langues qui est différente, etc. Ils n'ont pas forcément de problème sur les cultures étrangères. Ça dessert encore une fois les intérêts de la France. Donc ouais, dans toute cette question d'intégration aussi, l'école a vraiment son rôle. Et quand on pointe nos différences, quand on est enfant, quand on est élève, ça dessert encore une fois la volonté d'un enfant de vouloir s'intégrer. Je me rappelle quand j'étais en maternelle, ma mère elle me faisait déjà comprendre que le racisme ça existait, mais moi je me disais elle abuse.
c'est elle qui est étrangère, moi je suis française. Et elle m'a fait remarquer un truc à un moment, et c'est là où je me suis dit peut-être qu'elle a raison, c'est que ma mère, en semaine, elle venait toujours me chercher le vendredi. Et le reste du temps, c'était soit la nounou, soit mon père. Le vendredi, à chaque fois qu'elle venait me chercher, c'était moi la seule élève de la classe qui était au petit coin. Toujours c'était moi. Pourtant, moi ce que j'avais remarqué, c'était les autres élèves de la classe, ils pouvaient faire les mêmes bêtises que moi, ou bavarder, etc. Voilà, ils n'allaient pas au coin, ou ils n'avaient pas les mêmes réprimandations que moi, mais quand c'était moi, Manon, tu vas au coin. Et je comprenais pas pourquoi, mais en fait, je me posais pas la question. Et quand ma mère, elle m'a fait remarquer, c'est là où je me suis dit, ah mais peut-être que finalement, c'est pas un problème d'intégration ou quoi, et qu'elle a vraiment raison que le racisme, ça existe véritablement. Et c'est là où je me suis dit, ok, je suis pas comme les autres, en fait. Alors que l'école, elle devrait, contrairement à la société de manière générale, avoir ce rôle où on y est, on voit pas de différence entre la personne de couleur blanche, entre la personne de couleur, je sais pas, bref, il y a plein de couleurs de peau. Mais ça devrait pas être un endroit où on se rend compte de ça. Or, justement, c'est là-bas où on s'en rend compte, en fait. Est-ce qu'il faut se battre pour changer les choses ou bien continuer à regarder parce que si on se bat, parce qu'il y a des gens qui se battent, on parle de victimisation. La dernière fois, j'ai expliqué à quelqu'un, quelqu'un m'a dit aussi, les Noirs en général, vous êtes comme des enfants adoptés par un papa comme ça, et au bout du bout, quand il faut léguer un héritage, on donne 90% aux enfants biologiques et 10% à 5% aux enfants adoptés. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faut, à partir du moment où ton papa, le papa qui t'avait adopté, te donne 5% de son héritage et 90% ou 95% aux autres, aux enfants biologiques, qu'est-ce que tu fais? Tu revendiques ou tu laisses passer parce que tu reconnais que tu es un enfant adopté. Qu'est-ce que tu fais? Bon. Cette métaphore, elle me heurte un peu et en même temps, je la conçois. Là, je vais répondre à titre personnel, vraiment. Vu que moi, je compte, et je ne veux pas dire rentrer en Afrique, mais aller en Afrique parce que je ne suis pas née là-bas. Le fait que le papa donne davantage à ses enfants biologiques, plus à ses enfants biologiques qu'à ses enfants adoptés. Il vous a tous élevés, hein. C'est lui qui t'a adopté, tu avais 2 ans, toi tu avais même 2 mois parce que tu es né ici, donc tu avais 1 mois ou peut-être 2 semaines. Et à la fin, tu as 10% parce que tu restes quand même un enfant adopté. Et l'autre a 90% parce que c'est son sang. Parfois, tu fais quoi? Tu te bats pour changer les choses ou tu l'acceptes? Moi, à titre personnel, je sais que j'accepterais et que même parfois on peut avoir un père biologique, mais on considérera un père adoptif comme son père biologique et son père biologique, on le rejettera. Pour ma part, c'est la voie que j'ai préféré adopter. Je ne dis pas que chez mon père adoptif, que je considérais comme mon père biologique, ce sera beaucoup plus rose. Mais je me dis que déjà, je me sentirais beaucoup plus à l'aise parce que c'est là-bas que mes ancêtres auront vécu. Parce que c'est là-bas c'est de là-bas que toute mon existence prend sens, en fait. Et mon père biologique que je veux rejeter aujourd'hui, il a ses raisons, honnêtement. Et à un moment donné, s'il a la ferme conviction que c'est beaucoup mieux de devoir donner à ses enfants biologiques plutôt qu'à ses enfants adoptifs, choisis ta voie. Moi, je ne viendrai pas perdre ma dignité pour te faire comprendre que tu devras me donner autant qu'à tes enfants biologiques. Désolée, mais là, mon ego, il va prendre le dessus sur « Oh, c'est mon père, oh, c'est pas mon père ». Parfois, on perd ses parents et on en retrouve d'autres ailleurs. Donc moi, je vois plutôt les choses comme ça. Pour faire encore plus simple, en fait, si aujourd'hui la France, elle préfère donner davantage à ses enfants biologiques plutôt qu'à ses enfants adoptifs, je me tournerai vers mon père qui devrait être à la base mon père biologique, c'est-à-dire l'Afrique. Très bien, le temps passe. Je vais revenir sur toi. Tu as créé un média destiné juriste. Pourquoi? Parce que... C'est quoi l'objectif? Alors, comme je le dis souvent, le petit emblème de ce média, c'est démocratiser le droit et ses professions. Encore une fois, toujours dans cette question de vouloir servir la cause des nôtres dans les quartiers défavorisés, même quand on fait du droit et donc on est censé aller vers des voies où on devrait s'élever socialement, on trouve toujours le moyen d'être en bas.
Et dans les professions qu'on pourrait exercer, c'est toujours les mêmes qui reviennent, avocat, juriste, magistrat, avocat, juriste, magistrat. Alors qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire. Et justement, dans cet objectif de vouloir montrer une autre panoplie de professions, et même dans les professions qui sont les plus connues comme avocat, il n'y a pas que avocat pénaliste. On n'a pas juste à faire du droit pénal. On peut être avocat en droit fiscal, on peut être avocat en droit des affaires, on peut être avocat en droit de la propriété intellectuelle, droit de l'environnement, droit des ressources énergétiques, droit du financement. Il y a tellement de voies qui sont possibles. Et elles sont très peu mises en avant. Et bah, moi, mon objectif, justement, c'était, au vu du réseau que j'ai, sans prétention, mais c'est factuel, au vu du réseau que j'ai, je voulais un peu le mettre à profit de ceux qui n'en ont pas forcément, pour que bah, ils puissent s'inspirer un peu de toutes les possibilités qu'ils ont en faisant les études qu'ils font. D'accord. Voilà. Et tu as dit quelque chose, les gens, bon, bref, des personnes d'origine africaine et tout se dirigent régulièrement vers avocats, pénalistes mais pourquoi? Parce qu'il y a toujours un plafond de verre, c'est pourquoi en fait? Pourquoi ils se dirigent plutôt vers la vocation d'avocat pénaliste, qui est une très belle profession d'ailleurs? Je pense que c'est parce que justement il y a cette soif de justice, encore une fois. Et dans la profession d'avocat pénaliste, à mon sens, mais après ça dépend encore une fois de la manière dont on l'exerce. Parfois on dessert la justice dans cette profession aussi. Mais la plupart du temps, quand on choisit cette voie-là, c'est qu'on a envie d'être un peu un élément qui défait un peu le système, qui vient réélever un peu les victimes, alors que bah, en fait à la base les victimes on les entend pas et qu'elles sont défavorisées par rapport à leur bourreau qui a une assise dans la société. Donc je pense que justement c'est cette volonté de vouloir rendre la justice et de se dire que dans tous les cas c'est la seule voie par laquelle je peux servir les intérêts de la justice, en étant avocat pénaliste, mais il y a beaucoup d'autres manières de le faire. Je reviens encore sur l'interview que j'ai postée récemment de Louis-Marie Bouaka, donc le représentant du Haut-Commissaire pour les Nations Unies aux droits de l'homme. Il n'a pas été avocat pénaliste, pourtant il a servi les intérêts des droits humains en Afrique. Il a participé à des processus de réconciliation nationale, il a participé à des processus de justice transitionnelle, il a défendu les droits humains de beaucoup de personnes, il a même été au Congo. Il a risqué sa vie aussi pour rendre les droits humains, et c'est une manière aussi de défendre la justice dans un monde où c'est pas la justice qui est la valeur suprême, mais c'est plutôt la domination. Beaucoup de succès à Destinée Juriste. Merci beaucoup. Et en même temps, tu as créé une entreprise. C'est ça. Tu peux nous en parler? Oui. Chef d'entreprise. C'est ça, à mon très jeune âge, à 19 ans, c'est quelque chose qui vient encore un peu conforter mon ego d'une certaine manière. Mais plus sérieusement, oui, donc mon entreprise, c'est l'agence Destinée de Juriste toujours, pour rester dans le... En fait, ça fait même un groupe à la fin. Et cette agence, elle a pour but de permettre aux avocats qui viennent de se lancer, mais ceux aussi qui sont très bien assis dans leur profession, de réussir à communiquer davantage sur leur profession, sur les compétences qu'ils ont, et pouvoir avoir une meilleure acquisition de clients, parce qu'il y a une enquête, je crois, de 2022 du Conseil national du barreau qui disait que 17% des clients trouvaient leur avocat par les plateformes digitales. Et donc, pour les avocats, ce serait quand même très dommage de louper 17% de leur chiffre d'affaires parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer comme il se doit aujourd'hui sur les plateformes digitales, sachant qu'elles sont très rapides, elles s'innovent très rapidement aussi, et que je peux l'entendre parfois qu'on a du mal à s'adapter un peu avec je dirais pas les nouvelles technologies, mais avec l'innovation des réseaux sociaux. Oui, ce qui est normal, forcément. Bah oui, même moi, je pense chacun son métier aussi. Exactement. Peut-être que dans 40 ans, c'est moi qui me ferai assister par quelqu'un qui justement aura une meilleure maîtrise des réseaux sociaux, qui sait, parce qu'on arrive à une période dans la vie où on veut que chaque chose soit établie, on n'aime pas trop le changement. Donc voilà, je me porte à leur service, en tout cas pour leur permettre d'avoir une meilleure acquisition des clients via les plateformes digitales. Je profite aussi de l'occasion pour dire à toutes les personnes qui aimeraient bien venir témoigner, vous avez un témoignage, vous avez une histoire à raconter. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Bref, on arrive rapidement aussi vers la fin. Donc, si tu inspires déjà beaucoup de gens, par ton parcours, humble. Oui. Avec ton ego quand même. Toujours un peu. Ouais. Donc, si tu avais un mot à dire à tous ces jeunes qui se livrent plutôt à des violences
Derix. Tu avais un mot aussi pour les parents, dont les jeunes se retrouvent comme ça. Un mot. Un mot ou une phrase, parce qu'un mot, c'est très... Ouais, une phrase Ouais, ou un c'est vrai. texte. Un je mot, sais pas, j'arriverai pas à Mm. retranscrire tout ce que je pense en un mot. Non, mais vas-y, tu as c'est le temps. bien plus grand Vas-y. que ça, ce que j'ai Ouais. à leur dire. Mais déjà, pour tous ces jeunes Mm. à qui je ressemble, c'est pas parce que vous me voyez avec un col et un col roulé que je suis différente de vous. On vient exactement du même milieu. On vient du même endroit. La chose que je pourrais vous dire déjà, c'est que en faisant toutes ces rixes, on met à l'eau tout le combat que nos ancêtres ont pu faire. On voit ici le portrait de Patrice Lumumba, on voit les portraits de Ruben Onyeabor, on voit des portraits. Vraiment, il y a beaucoup de portraits. Et peut-être que je vous dis ces noms-là, ça ne vous parle pas, mais je vous encourage à aller voir qui ils sont. Il y a des gens qui ont perdu leur vie pour qu'aujourd'hui, on soit dans un certain confort. Faire des rixes interquartiers, etc. En fait, c'est mettre à l'eau tout leur combat et retourner à la case départ. Donc, la chose que je pourrais vous dire, c'est dans cette société, trouvez votre place. Trouvez une place, non pas parce qu'elle vous met juste vous dans une position confortable, mais parce qu'elle permet à vos semblables, à vos petits frères après, et ceux qui viendront encore après vos petits frères, ça leur permettra aussi de pouvoir se hisser en haut dans la société. Donc, c'est une chose qui est très importante. Croyez en vous. C'est vrai que c'est une phrase très bateau qu'on aime beaucoup dire, mais il faut vraiment avoir cette rage de vouloir détruire, je dirais même pas exploser, mais détruire ces plafonds de verre, parce qu'au fond, ils n'existent pas. Au fond, ils n'existent pas. Moi, il y a 7 ans de cela, je n'aurais pas pensé que je serais celle que je suis aujourd'hui, parce que je vivais mon train-train quotidien, et puis voilà, je ne me posais pas plus de questions que ça. Et pourtant, aujourd'hui, je suis portée à devoir inspirer certaines personnes, je suis portée à devoir accompagner certains jeunes qui ne croient pas forcément en eux. Et vraiment, croyez en vous parce que c'est hyper important et que ça aura un impact que vous ignorez aujourd'hui, mais qui aura une réelle influence à l'avenir. Pour les parents, apprenez votre langue maternelle à vos enfants. C'est la première chose que je pourrais dire. Vraiment, apprenez votre langue maternelle à vos enfants parce que vous ne le voyez peut-être pas et ça se comprend parce qu'il y a cette volonté, encore une fois, de vouloir s'intégrer en France. Mais un enfant issu de l'immigration, dans une société occidentale, il est perdu. C'est dur à dire, même moi ça me chagrine le cœur de le dire, mais j'essaie d'être le plus factuel possible. Et un enfant qui est issu de l'immigration, qui naît dans un pays où il est confronté à beaucoup trop de choses, il est perdu. Et vous faciliterez la vie de votre enfant, son intégration, son avenir, en déjà voulant lui transmettre la culture, en valorisant la personne qu'il est, en valorisant d'où il vient, en valorisant la couleur de peau qu'il porte, les cheveux qu'il porte. Je sais qu'aujourd'hui, par exemple, il y a une très mauvaise vision des locks dans notre communauté, en disant que c'est une coiffure des voyous, c'est une coiffure de ceci. C'est pas forcément dans notre communauté. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la discrimination capillaire. On en parle actuellement. Oui, il y a une loi député, qui va être votée avec le député Olivier Servat. Il n'y a pas que dans notre communauté, il y en a aussi dans notre c'est au jeu de la société. Parce que même en formation en CAP coiffure, on ne parlait pas, on n'entretient pas des cheveux de personnes d'origine. C'est là où je dis justement que les jeunes qui sont là aujourd'hui doivent trouver une cause qui sert l'intérêt général. Et donc ceux qui s'orientent en CAP coiffure, puisqu'on aime souvent nous mettre plus dans des métiers manuels que dans des métiers intellectuels, je dirais. Servez notre cause même dans ce genre de milieu-là. Et j'allais justement venir sur un truc, ce que tu dis, c'est intéressant. Les afros aussi, c'est pas vu comme quelque chose de très professionnel. Pourtant, j'ai fait un stage au Parlement européen en juin 2023. J'y suis allée avec mon afro. J'ai été invitée au ministère des Affaires étrangères pour le prix du rayonnement français et j'y étais avec mon afro. À chaque fois qu'il y a une occasion qui se présente et que j'ai une place importante qui doit y être, en fait, je porte mon afro et je le porte pas comme si c'était un fardeau ou un combat. Justement, c'est une fierté en fait de le porter. C'est ma personne, ça fait partie intégrante de ma personnalité. Et justement, quand vous le portez comme quelque chose qui est valeureux, comme si je portais du Chanel sur moi, en fait, les gens, au lieu de vous critiquer, justement, ils seront même amenés à devoir vous complimenter sur ça. En tout cas, depuis que je le fais en étant fière de mon afro, plutôt qu'en le portant, en étant un peu timide, en mettant mes cheveux un peu de manière bizarre, on me complimente dessus. J'étais au Parlement européen, il y avait
pas beaucoup de noir là-bas. Et c'est pas pour autant que les gens ne m'ont pas complimenté sur mes cheveux, bien au contraire. « Oh, j'aime beaucoup tes cheveux, c'est une perruque ?» Je t'en mode, bon, la question est gênante, mais toi, c'est pas une perruque, c'est mes cheveux. « Ah, c'est super beau, j'aime beaucoup, ça te va hyper bien, c'est ta meilleure coiffure, nanana, patati patata. » Donc voilà, en fait, tout est une question. C'est pour ça que je parle de l'amour de soi, que nos parents nous apprennent l'amour de soi, parce que pour moi, sans ça, sans mon ego que j'ai aujourd'hui, je pense pas que je serais allée aussi loin. D'accord. Et j'ai même pas fait le quart de ce que je devrais faire, mais j'ai déjà fait un pas. Et sans mon ego aujourd'hui, j'aurais pas pu faire le pas que j'ai fait aujourd'hui. Mais cet ego-là, justement, c'est parce que j'ai un amour de moi, un amour de ma culture, un amour de là où je viens, de la personne que je suis, que j'arrive à faire ce que je veux faire. Sans ça, en fait, pour moi, ça, c'est des clés, des arbres qui sont basiques. Sans ça, c'est impossible d'atteindre les hauteurs. D'accord. Oui, très bien. Oui. Et donc, tous ces parents qui défrisent les cheveux des enfants. Arrêtez, cessez. Franchement, cessez. Même moi, on m'a défrisé les cheveux. Et ma mère, jusqu'à aujourd'hui, elle regrette. Hein. Et tous les jours, je lui dis, maman, t'as vu ce que t'as fait, tu me défrisais les cheveux, tu me défrisais les cheveux. Ça m'a créé une sorte d'alopécie sur les cheveux. En fait, vous desservez la cause de vos enfants et vous desservez votre propre cause. Après, je peux entendre souvent ce qu'on me dit, c'est oui, mais les cheveux crépus, ils sont pas très faciles à entretenir, mais ils sont pas très faciles à entretenir par rapport à quoi ? Parce que justement, quand vous dites qu'ils sont pas très faciles à entretenir, c'est que vous faites un comparatif avec un autre style de cheveux. Nos ancêtres, ils faisaient comment quand ils avaient leurs cheveux crépus ? Ils se disaient pas, oh, c'est dur à entretenir, oh, c'est dur à ceci, oh, c'est dur à cela. Non. Ils faisaient des coiffures qui leur permettaient tout simplement de mener leur vie comme il se doit. Et aujourd'hui, il y a plein d'alternatives. Je sais pas, il y a des braids, j'ai des locks sur la tête. En fait, c'est juste une question de priorité pour moi. C'est tout. Donc voilà, ne défrisez pas les cheveux de vos enfants. Essayez de faire Pour moi, c'est un acte criminel. C'est juste que c'est pas entré dans le code pénal. Mais c'est criminel de défriser les cheveux de vos enfants. Arrêtez. Vous desservez leur amour propre parce qu'ils sauront même... Quand j'avais les cheveux défrisés et que j'ai dû retourner à mes cheveux crépus, en fait, c'était comme une sorte de nouvelle vie. Je savais pas que mes cheveux, il y a ce qu'on appelle le shrinkage. En gros, quand on lave nos cheveux, en fait, ils rétrécissent en taille. Je savais pas que ça existait. Je savais pas que je pouvais faire des brushings. Je savais pas quel produit était adapté. Et en fait, c'est toute une histoire on doit reconstruire encore avec nos cheveux. Du coup, en reconstruisant cette histoire, et on doit réapprendre encore l'amour propre. Et en faisant ça, en plus, vous diminuez votre propre autorité parentale parce que vos enfants, ils vont encore devoir apprendre tout seuls, venir vous reprocher d'avoir défrisé leurs cheveux. Et on va devoir encore se retrouver à être des enfants qui transmettent à leurs parents plutôt que des parents qui transmettent à leurs enfants. Voilà, surtout que je sais que l'autorité, c'est important en Afrique, donc faites les choses dans le bon sens. J'avais une autre question rapidement. Pour revenir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux enfants adoptés, les enfants biologiques, quelle est la responsabilité déjà de l'État français vis-à-vis de tous ces jeunes-là qui arrêtent l'école, qui sont dans des rixes? Est-ce qu'il y a aussi une responsabilité de l'État français? C'est incontestable. C'est incontestable. L'État, dans tous les cas, il est toujours partout. Il est omniprésent dans tout ce qui se passe. À savoir que l'État cherche maintenant à sanctionner les parents, à couper les allocations familiales parce que les enfants sont un peu dans la violence, qui arrêtent l'école, et ainsi de suite. Parce qu'il faut trouver un autre responsable, c'est sûr. Mais l'État, en fait, je vais reprendre ta métaphore pour mieux me faire comprendre. Un père qui a véritablement envie de se réconcilier avec son enfant, qu'il soit adoptif ou biologique, il est censé reconnaître ses torts. Tant qu'il ne reconnaît pas ses torts, son enfant, il aura toujours aussi mal et il le rejettera toujours de la même manière. Et si cet enfant-là fait un autre enfant, son enfant aussi va rejeter son grand-père de la même manière et ainsi de suite. Pour l'État, à mon sens, c'est exactement la même chose. Le problème de la France, c'est que quand on va parler de questions de réconciliation, quand on va parler de questions d'excuses, etc., les gens vont se dire « mais la France, elle n'a pas à s'excuser de son histoire, elle n'a pas à se mettre à genoux devant les gens ». On ne vous demande pas de vous mettre à genoux. Les Pays-Bas, ils se sont excusés à propos de l'esclavage et ce n'est pas pour autant qu'aujourd'hui, ils sont au bas de l'échelle. Et en plus, c'est eux aujourd'hui qui produisent les tissus de wax. Donc, voilà, ça dit en passant. Il me semble que l'Allemagne, elle a fait la même chose, si je ne dis pas de bêtises, avec le Nigeria et le Cameroun. Là, je doute, mais il me semble que c'était la même chose. Et pourtant, aujourd'hui, l'Allemagne, ça fait partie si ce n'est pas le meilleur pays de l'Union européenne, tant sur les questions économiques que sur beaucoup d'autres aspects.
alors qu'elle-même, elle a été humiliée dans le passé, dans l'histoire, mais elle n'a pas hésité pour autant à devoir s'excuser de la même manière. Donc la France ne perdra rien, elle ne perdra pas de ministère, elle ne perdra pas de place sur les marchés boursiers, elle perdra rien à devoir s'excuser pour ce qu'elle a fait. Et d'autant plus que c'est extrêmement contradictoire avec l'image d'une France qui se veut comme défenseur des droits de l'homme. Ouais. Il y a une phrase que j'aime beaucoup répéter souvent que Robert Badinter disait. Il a été ministre de la Justice en 1981. Il est à l'initiative de l'abolition de la peine de mort. Il a été avocat aussi pénaliste. Et lui, il aimait vraiment la justice par contre. C'est que la France, c'est pas le pays des droits de l'homme, mais le pays de la déclaration des droits de l'homme. Et quand il dit ça, je le rejoins, mais à 100 000 à l'heure, parce que c'est la vérité. Aujourd'hui, la France... Je ne dirais pas que c'est une dictature ou qu'elle bafoue tous les droits fondamentaux, etc. On s'en fout. Mais au niveau des droits, de la défense des droits de l'homme, je pourrais vraiment dire que c'est le pays des droits de l'homme et non plus uniquement de la déclaration, quand déjà ça se sera fait. Parce que l'esclavage, qu'on le veuille ou non, c'est bafouer les droits de l'homme tout simplement. Un être humain, à partir du moment où il est constitué de chair, d'os, de sang et qu'il a la raison, comme le disait Jean-Jacques Rousseau, ça reste un être humain et c'est ce qui fait la différence avec les animaux en fait. Donc asservir des gens par rapport à leur couleur de peau, c'est pas être un pays des droits de l'homme. Et ne pas vouloir reconnaître que avoir fait ça, ça n'a pas servi les droits de l'homme, en fait, c'est juste se conforter dans la position qu'on n'est pas le pays des droits de l'homme. Donc pour faire plus simple, parce que j'ai un peu complexifié ma phrase, des excuses sont nécessaires, mais il faut que je rajoute une précision. Et ça revient encore à la question des victimes, etc. La France ne le fera pas de son propre chef, à part si on a un président, comme on qualifie aujourd'hui, d'extrême gauche. Là, ça pourra peut-être advenir. Mais dans le cas contraire, ça ne viendra pas du propre chef de la France. Et c'est là où les victimes, en fait, comme on en parlait tout à l'heure, elles ne doivent pas juste être dans une posture où c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça. En fait, il faut se porter vers l'action. Juste désigner le bourreau en disant que c'est même pas dire c'est lui qui a fait ça, c'est juste dire je suis victime, je suis victime, je suis victime, je suis victime. Ça dessert absolument notre cause. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est se porter vers l'action et réussir à s'organiser, à se fédérer pour faire reconnaître par l'État français tout simplement sa responsabilité. Donc déjà, si on arrive à ce niveau-là, il y aura beaucoup moins de conflits dans l'identité des jeunes Français d'origine étrangère aujourd'hui. Et il y aura même moins de malaise à se dire je suis français d'origine étrangère. D'accord. Une autre question rapidement, tu es dans une école qui compte parmi les meilleures écoles de France. Mais quand on regarde dans toutes ces écoles-là, il n'y a pas beaucoup de personnes d'origine africaine. Sauf si tu me contredis. On les retrouve juste beaucoup dans certaines filières et pas d'autres. Oui, s'il y en a beaucoup, c'est forcément dans certaines filières. Marketing digital, patati patata. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est une question d'intérêt. Et là, encore une fois, l'éducation, elle a son rôle à 70-80%. Parce que faire comprendre aux gens que tout ce qui touche à l'intellectuel, c'est pas juste pour dire du blabla, mais que ça sert tout le temps dans la vie. C'est un long travail qu'il faut faire comprendre. Moi, comme je dis à chaque fois, mes enfants, je me laisserai pas la possibilité d'être pauvre à l'avenir. Ça, c'est même pas dans mes champs de... C'est même pas envisageable. Et pourquoi je ne me laisse pas ce choix-là, c'est parce que ce que je veux transmettre à mes enfants, c'est la valeur du travail, mais c'est surtout se dire que rien n'est inutile dans la vie, en fait. Donc, si je fais des études de droit, c'est que ça va avoir un intérêt plus tard, en fait. Et c'est pas juste parce que ça permet de blablater, etc. Il y a beaucoup cette réputation que les gens qui font des études de droit, ils aiment beaucoup parler, etc. Mais le droit, c'est bien plus que ça. Et justement, en voulant dire que le droit, ça sert juste à parler, patati patata, c'est vouloir se mettre des barrières, en fait, sur quelque chose qui est intellectuel pour se conforter dans ce qu'on fait actuellement. Donc, ce que je vous dirais, c'est... Après, c'est facile à dire, mais il faut vouloir passer à l'action encore une fois après. C'est d'élargir ses horizons, en fait. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait le média destiné de juriste. C'est pour élargir, c'est pour démocratiser un peu des choses qui nous semblent obscures parce qu'on n'y a pas accès. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on les critique beaucoup, mais ils ont aussi leurs vertus.
c'est qu'on a beaucoup plus d'inspiration, on a plus de parcours qui peuvent être inspirants et qui nous mènent à beaucoup de choses. Je reprends encore l'exemple de l'influenceuse Sally. Elle a été étudiante en droit, elle a été juriste également. Et aujourd'hui, dans ce qu'elle entreprend, le droit, ça lui est d'une utilité mais absolue. Elle ne serait pas rentrée à la Maison-Blanche sans ça. Elle ne serait pas allée à l'Assemblée nationale sans ses études de droit-là. En fait, ça donne une certaine assise, qu'on le veuille ou non. Et notamment en France, pour ceux qui ne veulent pas rentrer ou aller sur le continent, la France, c'est un pays très formaliste, contrairement aux pays anglo-saxons, et c'est un pays qui aime beaucoup les questions de procédure. Donc en France, pour avoir une assise en société et pour que que ton discours soit audible, tu dois nécessairement en fait avoir une assise académique. Sans ça, vraiment, je dis pas que c'est impossible, et je n'instaure pas de déterminisme, etc. Mais toutes les clés en fait sont entre vos mains et vous pouvez choisir soit d'avoir un discours audible en fonction du système français, soit de vouloir le renverser. Mais voilà. Donc, élargissez un peu vos horizons, s'il vous plaît. On est fatigué de toujours nous voir dans les mêmes études. Et encore une fois, comme je dis, chaque noir où il se trouve dans les sociétés occidentales est une vitrine de sa communauté, en fait. Donc, en allant tous en marketing digital, je vous vois là, tous les gens qui sont dans mon école de commerce en marketing digital. Ouais, moi, je suis en école de nanana en marketing digital. Moi, je suis là-bas en communication. Parfois, moi-même, ça me fatigue. Je dis, mais pourquoi vous êtes tous versés là-bas comme ça? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Où il y a la magie? Je comprends pas. Moi aussi, je me dis, pourquoi vous êtes tous dans le droit, dans la psychologie? Pourquoi il n'y a pas dans des filières techniques, mais vraiment à haute valeur ajoutée? Moi, je vois beaucoup de Camerounais dans les finances. Après, c'est peut-être parce que c'est moi, je sais pas. Mais je sais que une chose que je pourrais un peu moins reprocher au peuple camerounais, parce que j'ai vraiment trop tapé sur eux dans cette interview, c'est que les parents camerounais, de manière générale, ils nous poussent beaucoup à faire des études. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on est beaucoup réputés pour ça. Et dans tout ce qui touche la finance, etc., ou tout ce qui est question de assise sociale, patati patata, et vraiment, les parents camerounais, ils sont beaucoup dedans. Et dans tout ce qui touche la finance, moi, je sais qu'ils sont quand même suffisamment présents. Après, ta remarque, elle est pertinente aussi parce que c'est vrai qu'on se retrouve souvent dans des études qui, si aujourd'hui on veut construire les États africains, je sais pas qu'ils n'auront pas d'utilité directement, mais c'est pas la main-d'œuvre dont les États d'Afrique ont besoin. Aujourd'hui, on a besoin d'industriels, on a besoin d'entrepreneurs. Le droit aura son utilité toutefois. Moi, si je vais sur le continent, les matières dans lesquelles j'aimerais beaucoup exercer, c'est tout ce qui est ressources énergétiques, ressources minières et tout, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu c'est la catastrophe, mais c'est aussi un peu le gagne-pain de l'Afrique pour le moment, et qu'on apprenne dans nos États aussi à diversifier nos entrées d'argent, parce qu'on a beaucoup plus de potentiel que juste nos ressources naturelles. Mais il faut orienter nos études vers une réelle utilité. Vraiment, après, tu as critiqué la psychologie, mais je pense que même la psychologie, aujourd'hui, dans notre communauté, a un grand intérêt. Et c'est une filière, justement, qu'on rejette beaucoup. Or, je pense que tous les maux que notre société, notre communauté africaine aujourd'hui a subis méritent quand même d'être traités. Frantz Fanon, dans ses ouvrages, il l'a fait. Et ça a son utilité jusqu'aujourd'hui. Donc, je ne pense pas que la philosophie soit inutile. Mais juste, diversifions-nous quand même. Donc, pour clôturer, est-ce que tu aurais 3 livres à conseiller à tous ceux qui nous regardent? 3 livres, 4, j'en ai 3. Ah, c'est serré, mais on va quand même essayer. Le premier, l'incontournable, ce livre, c'est la Bible de l'enfant africain. C'est la base. Je parlerai de Nation d'agriculture de Cheikh Anta Diop. J'ai commencé à le lire seulement cet été. Avant, je ne l'avais pas fait. Et en fait, ce que j'aime dans ce livre, même si c'est vrai qu'il y a certains historiens qui le critiquent beaucoup parce que, pour des raisons diverses sur les questions scientifiques et historiques, mais j'aime l'esprit avec lequel Cheikh Anta Diop l'a rédigé, parce qu'en fait, il y a cette volonté de valoriser la culture, de valoriser l'histoire, et je dirais même... Bon, après, je le désinscris un peu de la période historique où il l'a rédigé, mais ça contredit un peu le propos que Sarkozy disait que l'homme noir, il n'était pas assez entré dans l'histoire. Je trouve que vraiment l'esprit dans lequel il le rédige, c'est comme si même il avait anticipé ce genre de remarques-là, mais qui existait même à son époque, j'en doute absolument pas d'ailleurs. Mais il y a vraiment cet esprit où, en fait,
il fait le travail que nos parents devraient faire aujourd'hui, comme je l'ai dit à maintes reprises, c'est de valoriser la culture, valoriser l'histoire et faire comprendre qu'en fait, on a notre place et qu'on la mérite, en gros. Très bien. Le deuxième livre, ce serait L'Afrique doit s'unir de Kwame Nkrumah. Alors peut-être que certains ne sont pas d'accord avec ces idées politiques-là, mais moi je suis panafricaine. Et je m'en revendique et j'ai pas de problème avec ça. Ouais. Avec certaines réserves tout de même. J'ai parlé tout à l'heure de protectionnisme et je pense que c'est des mesures qui sont quand même nécessaires en Afrique. Bah, justement, par exemple le protectionnisme. Parce que oui, je suis pour une union de l'Afrique. Je pense que le panafricanisme, après, il a plusieurs orientations, il y a plusieurs conceptions du panafricanisme. Pour moi, je serais en faveur des États-Unis d'Afrique, mais avec une organisation particulière, tant juridique qu'économique, etc., qu'au niveau des frontières, dans le sens où je pense plutôt que ce serait des États-Unis d'Afrique où chaque État aura sa spécialité en fonction de ses ressources, de ses... Comment je dirais, voilà, c'est ça, on appelait ça dotation factorielle en économie, je crois que c'était David Ricardo. Voilà, donc en fonction de chacun ses dotations factorielles. Donc si un pays, par exemple, il est plus spécialisé dans les ressources minières et qu'il est doté de ça de manière naturelle, en fait, il se spécialise dedans et donc ses exportations dans l'Afrique, je ne parle pas avec les autres continents, ça c'est différent, mais dans l'Afrique, ces exportations, elles vont être spécialisées dans ça avec les autres États et les autres États qui seront spécialisés dans d'autres trucs, vice-versa. Voilà, c'est ça. Donc vraiment, c'est une organisation comme ça que je pense un peu fédérale. Mais voilà, il y a certaines réserves quand même. Et je pense que je dois encore faire mûrir aussi ma conception du panafricanisme. Je reconnais aussi mes petites marges. Mais ouais, l'Afrique doit s'unir quand même de Kwame Nkrumah, c'est très instructif. Et pour moi, c'est aussi un livre fondamental quand on a envie de s'intéresser aux questions du panafricanisme, de l'Afrique, etc. Et même... On revoit un peu les conceptions des personnages phares des indépendances en Afrique, donc ça fait un peu plaisir, ça. On a l'impression de retourner un peu à la genèse. Je te coupe, et je reviens sur ton côté panafricaniste. Je sens qu'on va m'attaquer. J'ai reçu dernièrement Océane, que je salue d'ailleurs, qui était panafricaine et qui a quitté ces mouvements-là, mais maintenant elle s'est orientée vers d'autres cieux. Je lui avais posé la question, et souvent chez des filles qui me disent ça, avec une conception toujours afrocentrée, mais qui refusent d'être appelées panafricaines. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, elles estiment que il y a une sorte d'extrémisme en général. Et Océane aussi a accepté que oui, effectivement, il y a des... Voilà. Dans certains cas, vraiment, il y a de l'extrême. Et comme partout en soi. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a de l'extrémisme partout. Enfin, ça, c'est un argument qui est absolument irréfutable. Je ne vois pas dans quelle société il n'y a pas d'extrémisme. Il y en a partout. En France, il y en a. Alors je l'ai dit encore, qu'on disait qu'on était le pays des droits de l'homme. C'est pas pour autant qu'on n'a pas des rassemblements nationaux. C'est pas pour autant qu'on n'a pas eu des Jean-Marie Le Pen. C'est pas pour autant qu'on n'a pas eu des gens qui ont flirté, voire qui ont intégré... des partis nazis. C'est pas pour autant qu'aujourd'hui on n'a pas des nazis aussi dans la société française. Donc venir nous dire oui il y a de l'extrémisme etc, mais il y en a dans toutes les conceptions politiques qui existent sur cette terre en fait. Et c'est justement toute la beauté de... En fait ce que j'aime aujourd'hui avec l'Afrique, c'est il y a plein de sociétés dans le monde qui sont déjà constituées et nous justement on est en train de se positionner par rapport à notre propre histoire et tout est critiquable. En fait, on est vraiment en train de se construire et tout est critiquable. Donc on essaie en tout cas de prendre le positionnement qui est le plus en notre faveur. Et justement, c'est beau de voir qu'il y a des idées avec lesquelles on n'est pas d'accord, mais qui existent aussi et qui n'existent pas sur des fondements vains. Si aujourd'hui il y a de l'extrémisme, c'est parce qu'aussi l'histoire qu'on a vécue, elle est extrême. L'histoire que l'Afrique a subie aujourd'hui, aujourd'hui et dans le passé, elle est extrêmement forte et que pour certaines personnes... une réponse extrême est la meilleure réponse à apporter à des violences qui ont aussi été extrêmes. C'est des conceptions qui sont absolument différentes. Je ne me fais pas leur avocate, mais ce que je cherche Voilà, ce que je cherche à faire en tout cas, c'est d'avoir une vision qui est objective. Je ne dis pas que je suis d'accord ou pas d'accord avec eux, mais il faut entendre que ça s'entend que ces mouvements-là existent. Parce que notre histoire, c'est pas une histoire banale, c'est pas la même histoire que d'autres peuples. Elle est extrêmement forte.
Il y a beaucoup de gens qui sont déracinés de leur histoire aujourd'hui, de leur famille, qui ne savent pas d'où ils viennent. Avoir subi 400 ans d'esclavage, c'est pas banal dans l'histoire. Voir aussi que certains chefs de village y ont contribué, c'est pas banal non plus. Avoir subi la colonisation, avoir subi du coup des frontières qu'on n'a pas choisies par notre propre chef, avec lesquelles on doit vivre aujourd'hui, et que je vois qu'au Cameroun il y a des Peuls, mais qu'il y a des Peuls aussi au Sénégal. C'est pas des choses que tu retrouves partout dans le monde en fait. Ouais. Donc faut apprendre à être indulgent, et au lieu de juste dire oui il y a de l'extrémisme, etc. Ce qu'on devrait faire, justement, si on se proclame panafricain, ou du moins pour une union de l'Afrique, c'est apprendre à composer un peu avec toutes les idées, pour ne pas se retrouver dans des situations comme notre très cher Lumumba. D'accord. Voilà. Dernier livre. Du coup, dernier livre, je suis quand même une juriste, donc il faut quand même que je propose des livres de juristes, et je me plains de devoir proposer un livre de cet auteur, mais il reste quand même très poignant. C'est Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Oui, c'est un raciste. Voilà, c'est un raciste. Mais son ouvrage, pour quelqu'un qui veut faire des études de droit, je trouve surtout qu'il veut faire des études de droit et mettre la justice au centre de ses études. Je pense que c'est un livre qui, je sais pas, moi en tout cas, il m'a fait limite pleurer, parce que c'est des questions qui touchent à la peine de mort, etc. Et ça donne ce sentiment de vouloir la justice, ça donne ce sentiment de vouloir défendre. Ça donne envie de vouloir se mettre au service d'une société qui tout simplement met la justice avant toute autre chose dans ses valeurs. D'accord. Merci Manon. Avec merci plaisir. Encore une fois d'être venue. Avec plaisir. On aura l'occasion de développer d'autres sujets la prochaine fois. Je reviendrai avec grand plaisir. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi.